merci de m'accueillir. Et c'est l'ancienne centrale. Oui, non, mais effectivement, c'est ce que je veux dire. Je suis pas, bon, je suis plus très habitué de Centrale Énergie, mais je pense que j'ai participé, pas tout à fait au premier jour de Centrale Énergie, mais j'ai fait partie du comité de direction pendant quelques années, mais il y a déjà un certain nombre d'années. Mais du fait de deux occupations qui sont marquées là, j'ai plus trop le temps, malheureusement, de continuer à participer activement à Centrale Énergie. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie après des études à Centrale? Je suis rentré à EDF pour construire des centrales nucléaires. J'ai passé 13 ans à EDF à concevoir et construire des centrales nucléaires, et puis un jour, par hasard, on m'a dit, tiens, il y a Gaz de France qui cherche quelqu'un, je ne savais pas pourquoi faire. Alors c'était pour faire de l'économie et de la tarification, c'était assez différent de ce que je faisais. Je me suis dit, j'ai sûrement fait une bêtise, donc on m'envoie en purgatoire, dans une petite boîte. Je n'ai pas regretté effectivement d'être à la Gaz de France parce que c'était relativement une petite entreprise par rapport à EDF, mais je dirais il y avait plein de choses à faire, donc j'ai fait de la tarification. Après, un an et demi après, on m'a demandé de m'occuper de la Russie et des Pays-Bas, donc d'acheter du gaz russe et hollandais, donc, ce que j'ai fait pendant 5 ans, ce qui m'a permis de m'occuper des relations avec Gazprom. On en reparlera sûrement ce soir. Et puis aussi avec quelques grandes compagnies gazières européennes. Et puis après, je me suis réoccupé de tarification, et puis après, je me suis occupé de régulation. Pour mettre en place tout ce qui était la régulation des infrastructures avec la commission de régulation de l'énergie. Et puis après je me suis occupé de stratégie, et puis depuis 4 ans, 3 ans et demi, je suis DGA de Storengy, alors qui est une filiale de GDF Suez qui s'occupe de stockage souterrain de gaz naturel. Il y a 2 ans, je pense, 2 ans et demi, j'étais venu ici pour présenter le Compressed Air Energy Storage, donc du stockage d'énergie sous forme d'air comprimé. C'est un projet qu'on a étudié, mais qu'on n'a pas développé, parce que les conditions économiques en Europe n'étaient pas satisfaisantes pour ce type de projet. On avait un prospect en Allemagne, mais les conditions de rémunération en Allemagne de ce type n'étaient pas bonnes. Donc, on ne s'occupe pour l'instant que de gaz naturel, mais on s'occupe aussi d'activités périphériques qui sont liées au sous-sol, puisqu'on est des spécialistes du sous-sol, enfin pas moi, hein. Mes collègues, on s'occupe de géothermie, on s'occupe de choses comme ça, enfin en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Et on a 2 filiales, une en Allemagne qui possède 8 stockages souterrains et une autre en Grande-Bretagne. On a un stockage qui a commencé à démarrer au mois de septembre et qui a 2 cavités salines et qui en aura 20 quand on aura fini de développer. Voilà, sinon j'ai un deuxième métier, parce que sinon ce serait pas rigolo, qui concerne l'Union internationale du gaz, mais je vous le présenterai tout à l'heure au cours de l'exposé, et vous verrez que ça a quelques liens avec la géopolitique gazière. Mais je vais commencer d'abord par un peu de géopolitique gazière. Alors simple, hein, mais c'est plutôt vous qui ferez le sujet, parce que vous me poserez des questions qui vous intéressent et j'essaierai d'y répondre. Si j'arrive pas à y répondre, il y a d'autres spécialistes éventuellement dans la salle, on essaiera de répondre collectivement. Voilà, donc le sommaire, c'est quelques rappels ou quelques appels de géopolitique gazière. Ensuite, je vous dirai qu'est-ce que c'est que la IGU et puis comment ça se structure, puisque c'est la France qui actuellement assure la présidence. Et puis, je vous présenterai aussi le congrès mondial qu'on organise l'année prochaine à Paris. Et on conclura la soirée avant de prendre un pot ensemble. Mais vous n'hésitez pas à poser des questions en cours de route ou quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pour commencer la géopolitique, il faut savoir la géographie et puis aussi les ressources. Donc les ressources de gaz naturel, elles sont relativement importantes. Enfin, la production mondiale à l'heure actuelle, c'est un peu plus de 3 000 milliards de mètres cubes par an. 3 cubic mètres par an. Et les réserves prouvées sont à peu près 240. Et les réserves récupérables sont globalement, le total des deux fait à peu près 450. Donc effectivement, il y en a pour un certain nombre d'années sur des réserves conventionnelles. Alors après, il y a des réserves dites non conventionnelles qui sont qu'on appelle du tight gas ou du shale gas ou du CBM. Alors le tight gas, en fait, c'est du gaz, je dirais, traditionnel, sauf qu'il est dans des roches qui sont très compactes. Donc qui nécessite aussi des méthodes qui s'appellent de la stimulation, appelée aussi fracturation hydraulique. Le shale gaz, à peu près bien connu, traduit en français par gaz de schiste, c'est pas du gaz de schiste, ça s'appelle du gaz de roche-mer, parce que c'est pas forcément du schiste. Et puis le CBM, c'est le coal bed methane, donc en fait c'est du grisou, c'est du gaz de mine, c'est du gaz qu'on va récupérer dans des veines de charbon. Alors
pareil, avec des technologies, pas forcément là de fracturation hydraulique, et c'est pas la peine, mais par contre avec des forages horizontaux, puisque les veines de charbon c'est généralement horizontal, et qu'on va forer en fait avec un forage dévié, et ensuite on va faire un forage horizontal pour aller récupérer sur une grande longueur dans les couches de charbon. Donc l'ensemble de ces réserves de gaz non conventionnels font que ça multiplie à peu près par 1,5 voire 2 les réserves de gaz conventionnels. La production cumulée depuis le début du temps du gaz naturel, qui n'est pas si ancien que ça, c'est 100 000 milliards de mètres cubes. Voilà. Donc, il en reste à peu près, j'ai dit 450, plus presque autant de gaz non conventionnel. Alors, pour parler de géopolitique, je dis qu'il faut parler de géographie. Donc là, c'est la géographie des réserves conventionnelles. Donc, ce qu'on voit dans les réserves conventionnelles, c'est que une bonne partie des réserves, c'est la grandeur, c'est le diamètre du camembert, c'est situé en Russie. Alors, si j'arrive là, voilà, enfin en Russie ou ex-Union soviétique. Donc, dans ce coin-là, avec une bonne partie des réserves mondiales, enfin, en gros, un bon quart des réserves mondiales. La deuxième partie se trouve au Moyen-Orient, et puis la troisième partie en Amérique du Nord. C'est pas seulement les États-Unis, mais c'est aussi le Canada qui a des réserves importantes, et puis après en Asie-Océanie, en particulier en Australie. Mais l'Australie a aussi beaucoup de colbets de méthane et est en train de le développer. Alors après, on trouve aussi des réserves, effectivement. En Afrique, en particulier, bon, il y a l'Algérie qui est un producteur historique, mais il y a d'autres pays qui arrivent maintenant sur le devant de la scène. Il y a le Nigeria qui est bien connu, et puis il y a d'autres pays, par exemple le Mozambique, ici, la Tanzanie, qui sont les prochains clients, entre guillemets, du développement du gaz naturel dans ce coin-là. Oui. Quand vous parlez de mètres cubes, oui. Il s'agit de mètres cubes de gaz liquide. Non, non, je parle de mètres cubes de gaz naturel à conditions standards, c'est-à-dire 25 degrés généralement. Et donc, le pouvoir calorifique du gaz naturel, le gaz naturel relativement méthane pur ou quasiment, c'est 11 kWh par mètre cube. Alors après, vous multipliez par 11 et ça vous donne les kilowattheures qu'on peut produire avec ça. L'intérêt du gaz naturel, on y reviendra peut-être dans le courant d'exposé, c'est qu'on peut transporter une grande quantité de gaz naturel sous forme de gazoduc ou de gaz naturel liquéfié. Et effectivement, le transport n'est pas forcément super efficace, mais c'est beaucoup plus facile de transporter du gaz naturel que de transporter de l'électricité, par exemple, parce que vous avez des puissances phénoménales. Un tuyau, les grands tuyaux mondiaux, c'est des tuyaux qui font 1,50 m de diamètre, ça transporte 30 milliards de mètres cubes par an. 30 milliards de mètres cubes par an, c'est les 2/3 de la consommation française, donc dans un seul tuyau. Si vous faites le calcul, ça fait quand même un certain nombre de centrales nucléaires, ça doit faire une trentaine de centrales nucléaires, quelque chose comme ça, l'équivalent. Donc c'est assez puissant, et puis après il y a du GNL, mais on en reparlera éventuellement. Donc voilà, c'était pour vous montrer quand même la tête de la répartition des ressources gazières mondiales conventionnelles. Donc vous voyez, forte importance de la Russie, ensuite Moyen-Orient, et ensuite un peu répartie, mais quand même des ressources importantes en Amérique du Nord. Oui. Et leur Chine, il n'y en a pas ou ils disent pas? Si, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils produisent aujourd'hui à peu près 60 milliards de mètres cubes. Ils en consomment un peu plus de 150, ils prévoient d'en consommer à peu près 250 en 2020 et à peu près 400 en 2030. Et la production augmentera, mais la production en fait, le gaz naturel en Chine, les gaz conventionnels sont difficiles à exploiter parce qu'ils sont à forte profondeur et à haute température. Et ils essayent plutôt de développer des gaz non conventionnels, soit des gaz de type compact, soit du CBM, soit du shale gas. Effectivement, ça c'est les prochains développements en Chine. Cette diapo-là, c'est une autre vision. Bon, les chiffres théoriquement sont cohérents parce que c'est l'AIE qui les publie. Donc vous avez ici les réserves conventionnelles, donc là c'est 500, il doit y en avoir un peu plus que dans notre slide, et les réserves non conventionnelles 330.
Ce qui est remarquable là-dedans, c'est plutôt que la répartition est très différente entre les réserves non conventionnelles et les réserves conventionnelles. Et vous voyez que bon, les réserves non conventionnelles sont relativement réparties sur le globe, sur les différentes plaques, alors que, on l'a vu, les réserves conventionnelles sont quand même plutôt concentrées sur la Russie et le Moyen-Orient. C'est pas dans les mêmes proportions, mais vous voyez par exemple que le Moyen-Orient, qui a 132 000 milliards de mètres cubes de réserves conventionnelles, il n'a quasiment rien, d'après les estimations, en réserve non conventionnelle. Par contre, effectivement, l'Amérique a autant de réserves non conventionnelles que de réserves conventionnelles. L'Amérique du Sud en a même plus en réserve non conventionnelle que le double que conventionnelle, etc. Et l'Europe aussi a des réserves non conventionnelles relativement importantes en comparaison des réserves conventionnelles. En Europe, les principales réserves aujourd'hui, c'est la Norvège, qui doit être à peu près à 3000 milliards de mètres cubes de réserves, et puis la Grande-Bretagne, dont je dirais qui était autoproducteur et qui était exportateur jusqu'en 2005 et qui est devenu importateur de gaz naturel depuis 2005, avec une consommation qui avait atteint à peu près 100 milliards de mètres cubes chaque année et qui est maintenant à décru autour de 85 à peu près. L'Allemagne était équivalent de la Grande-Bretagne en termes de consommation. Donc à retenir des réserves conventionnelles importantes et quand même assez marquées dans le coin nord-est, oui. L'Iran. Iran, alors troisième, quatrième réserve mondiale de gaz conventionnel. On le voit là, mais effectivement, au Moyen-Orient, c'est des réserves importantes. Alors, il y a un très grand gisement au Moyen-Orient qui s'appelle, alors qu'il y a deux noms, suivant qu'on regarde depuis le nord ou qu'on regarde depuis le sud. Il s'appelle North Dome si on regarde depuis le Qatar, et il s'appelle Southfield si on regarde depuis l'Iran. C'est le même gisement qui est juste au milieu c'est le golfe Persique, oui. Merci. Et donc ce gisement est réparti, sauf que pour l'instant, le seul qui l'exploite, c'est le Qatar, qui produit quand même à peu près 150 milliards de mètres cubes chaque année. Les réserves sont colossales. Les réserves, si je ne me trompe pas de ce gisement, c'est de l'ordre de 10 000 milliards de mètres cubes. Donc il y en a pour un certain temps, sauf que l'Iran, par manque de technologie, depuis les divers embargos, n'arrive pas à exploiter ce gisement. Il était prévu qu'il l'exploite, mais je dirais les embargos et en particulier l'interdiction aux compagnies occidentales de travailler en Iran font qu'ils n'arrivent pas à exploiter ce gisement. Et aujourd'hui, l'Iran est importateur de gaz alors qu'il a les 3e, 4e réserves mondiales. C'est aussi un élément à prendre en compte, je dirais, et l'Iran veut se développer. On en parlera éventuellement dans les JO parce qu'effectivement, ils font plus que pointer le bout de leur nez. Bon, donc, je répète, réserve conventionnelle relativement importante et répartie quand même dans le coin nord-est, si on regarde une carte qu'on a l'habitude de regarder, de chez nous, quoi. Et puis le reste est quand même relativement bien réparti sur les différentes plaques mondiales. Alors après, les réserves d'après, c'est quoi? C'est les hydrates de méthane. Alors bon, les hydrates de méthane, en fait, c'est du gaz naturel, du CH4, du méthane, mais qui est condensé dans une matrice de glace ou d'eau congelée ou d'eau sous pression. Donc on en trouve dans le permafrost ou on en trouve au fond d'océan ou au fond de lacs. Alors je ne me rappelle plus le nom d'un lac en Afrique qui a eu un accident d'hydrate de méthane en fait il y a une vingtaine d'années. Effectivement, il y a eu une grosse bulle de méthane qui s'est dégagée et qui a tué une bonne partie de la population alentour parce qu'effectivement, c'était les hydrates qui s'étaient recomposés en gaz naturel et qui avaient produit une grande quantité de gaz naturel d'un seul coup. Bon, effectivement, il y en a beaucoup dans certains plateaux continentaux profonds, en particulier autour du Japon. Et ce serait quelque chose qui pourrait changer encore la face des réserves mondiales si on arrive à les mettre en œuvre. Alors, les Japonais ont annoncé cette année qu'ils prévoyaient de faire une première tentative de production industrielle d'hydrate de méthane dans les 5 prochaines années. Ça fait effectivement assez longtemps qu'ils cherchent, et là les réserves sont alors, très variables, mais ça pourrait, alors on cite 120 000 milliards de mètres cubes,
Ça commence à faire beaucoup de chiffres. Et si vous comparez avec la consommation effectivement mondiale actuelle qui est de 3, ça fait un certain nombre d'années de réserve. Bon, simplement, tout n'est pas récupérable. Mais je dirais que c'est la frontière d'après du gaz non conventionnel, et c'est même peut-être la frontière d'avant, parce que c'est plus facile. C'est plus difficile à récupérer, mais c'est peut-être des techniques plus simples et moins coûteuses en termes environnementaux. C'est du minier? Comment? C'est minier ou Non, non, c'est pas minier. En fait, il faut aller récupérer au fond des océans ces bulles en fait, d'hydrate de méthane et éviter qu'elles se dégagent. Donc, c'est aller essayer de les récupérer et de les décongeler. Alors, le problème du changement climatique, c'est que aussi, s'il était très prononcé, on pourrait avoir des émissions de méthane qui viennent des hydrates de méthane et qui sont contenus dans le permafrost. Et ça pourrait avoir un espèce d'effet boule de neige sur le changement climatique. Bon, mais ça, on n'y peut rien, c'est la nature, hein, malheureusement. Et c'est pas la main de l'homme, c'est la main de la nature. Mais je dirais, bon, c'est effectivement des ressources qui sûrement un jour seront exploitables. Alors, je ne sais pas si c'est dans 20 ans, ou dans 50 ans, ou dans 100 ans, mais sûrement elles seront exploitables. Et je vous dis, ça fait un certain temps qu'on en parle, mais là, les Japonais se sont lancés pour effectivement en faire une opération industrielle. Voilà. Ensuite, un petit coup d'œil sur production-consommation sur les différentes plaques. Vous voyez que c'est à peu près équilibré partout. Oui, évidemment, c'est équilibré partout. Pourquoi? Parce que le gaz naturel, c'est fondamentalement du gaz. Donc le gaz, ça ne se transporte pas très bien. Le pétrole, c'est lourd. Le charbon, c'est lourd. Enfin, c'est dense. Ça se transporte relativement bien par des bateaux. Le gaz naturel, c'est plus compliqué à transporter. Donc, en fait, les échanges de gaz naturel sont... c'est pas 80% du marché. Parce que le pétrole, effectivement, c'est des pourcentages très importants par rapport au marché. Le gaz naturel, vous voyez, bon, l'Europe importe à peu près la moitié de sa consommation aujourd'hui, un peu moins, mais il est prévu qu'elle en importe 60% vers les années 2030. Parallèlement, la Russie et les pays voisins exportent. L'Asie-Pacifique importe légèrement, mais de plus en plus, parce que effectivement, les besoins chinois et les besoins indiens sont largement supérieurs à leur production, au potentiel de production. Donc en fait, ils vont importer, alors de la même zone, hein, ils vont importer vraisemblablement d'Australie, mais ils vont importer aussi des États-Unis. Ça va être un des changements aussi importants des prochaines années, c'est qu'avec le développement des shale gas aux États-Unis, les polarités vont s'inverser et le gaz naturel qui va dans ce coin-là et qui vient en ce moment d'ici en particulier, eh bien, il va plutôt venir d'ici et ça va changer un certain nombre de paradigmes, en particulier vis-à-vis des États-Unis. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de pays changent leur politique en matière gazière et énergétique pour se rapprocher des États-Unis. Parce qu'effectivement, les États-Unis ou du Canada, les mieux placés dans l'affaire pour l'instant, vis-à-vis du marché japonais, c'est quand même les Canadiens, parce que les ressources sont essentiellement dans l'Alberta qui est ici, et donc eux, ils sont assez bien placés pour aller desservir les marchés japonais, chinois, etc. Et les Russes? Alors, les Russes, effectivement, il y a Sakhalin qui est ici, c'est déjà prévu, c'est déjà lancé, mais je dirais ça ne suffira pas aux besoins chinois. Donc effectivement, tout le monde de lorgne, alors c'est en particulier les Australiens qui ont des gros programmes de développement de GNL. Alors le GNL, je reprends la question de tout à l'heure, j'ai dit que ça ne se transporte pas très bien le gaz, parce que quand on le comprime à 100 bars, effectivement on réduit de 100 fois. Mais c'est toujours, quand vous partez d'un gaz, c'est quand même pas toujours très efficace. Alors, il faut des gros tuyaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça a des grandes capacités, mais c'est quand même moins facile à transporter que du pétrole. L'autre façon de transporter le gaz naturel, c'est de le liquéfier. Alors, pour le liquéfier, il faut descendre à moins 162 degrés. Bon, ça coûte un peu d'énergie, mais je dirais ensuite on peut le transporter très loin. Je me rappelle, je m'occupais d'achat de gaz à ce moment-là. Il y a eu la première cargaison de gaz australien qui est venue se décharger à Barcelone, en Espagne. Bon, ça avait fait une quinzaine de milliers de kilomètres, parce qu'effectivement l'Espagne était à court de gaz et qu'il y avait du GNL australien qui était disponible. Donc ça se transporte, ça attend, on sait garder le GNL à la bonne température pendant longtemps, soit dans les cuves, soit dans des bateaux, soit dans des cuves à terre.
Donc ça, le rapport, la densité du GNL, c'est 600 fois, la densité énergétique, 600 fois celle du gaz naturel à température normale. Donc c'est 6 fois plus que du gaz naturel comprimé à 100 bars. Donc ça permet de transporter effectivement sur des grandes distances. Alors dans les temps anciens, on disait que la distance à partir de laquelle le GNL était économique par rapport à des tuyaux, je dirais, si on avait un tuyau qui fasse une ligne à terre et si on avait la même opportunité de faire, qui soit le long de la côte et qu'on ait la même opportunité de le faire par un bateau. C'était à peu près 4000 km, la distance, le point de croisement entre l'intérêt du gazoduc et l'intérêt du GNL. Simplement, quand il y a une mer au milieu, c'est pas très facile de la traverser par gazoduc. Alors si, ça se fait. On pourra en reparler, mais on verra une carte tout à l'heure, on en parlera à partir de la carte. Mais je dirais c'est quand même quelque chose qui est moins facile à faire que du GNL. Monsieur est un spécialiste, il a construit Nord Stream, mais Nord Stream c'est pas très profond. C'est long mais pas profond. Bon, donc si je reviens à ma carte, donc, le Moyen-Orient est exportateur, l'Afrique est exportatrice pour l'instant, mais si effectivement les économies africaines arrivent à se développer, elles pourront devenir équilibrées. Bon, elles continueront à exporter, mais je le disais tout à l'heure, les réserves importantes qui ont été découvertes dans le canal du Mozambique il y a 3 ans, juste 3 ans maintenant, vont être exploitées et les Coréens se sont positionnés, ils sont membres du consortium qui va exploiter les premières réserves mozambicaines, et ça va intéresser aussi le pays. Il y a quelques mois, j'étais dans un de mes groupes de travail, et il y avait une présentation du Mozambique, alors c'était une présentation en particulier sur le gaz naturel véhicule. Et le Mozambique disait, moi je ne vais pas développer le gaz naturel comprimé, au départ je vais développer le gas to liquids, c'est-à-dire transformer du gaz naturel en liquide, enfin en hydrocarbures liquides. C'est pas très simple non plus, c'est des procédés chimiques qui existent. Bon, on a dit, mais pourquoi vous passez par le gas to liquids, ce qui est quand même quelque chose économiquement difficile. On nous a dit, parce que c'est très simple. Le gas to liquids, une fois que j'ai des hydrocarbures, c'est directement utilisable à la place du diesel. Aujourd'hui, j'importe 100% de mon diesel au Mozambique. Et donc ça veut dire que 100% de ma consommation de carburant routier, c'est importé. Demain, si j'arrive à produire du GTL, je le produis chez moi. Voilà. Et le CNG, c'est plus compliqué parce que, effectivement, il faut que je transforme les flottes et c'est pas directement compatible tout de suite. Mais dans une deuxième étape, ce sera peut-être... Voilà. Bon, il y a des pays, effectivement, qui ont des projets de développement. La Tanzanie aussi a des réserves. Le Kenya commence à regarder. Et puis, il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Angola, l'Afrique du Sud aussi un peu, et puis le Nigeria dans cette zone-là, et puis d'autres réserves qui sont moins importantes en Côte d'Ivoire, etc. Amérique du Sud, à peu près autosuffisante, avec ça n'empêche pas, autosuffisant sur une plaque, ça n'empêche pas les échanges internes. Hein. En Europe, on est autosuffisant, mais effectivement, en France, on produit zéro gaz. Enfin, maintenant, on produit quasiment zéro gaz. Hein. Donc, on importe tout, mais on importe une grande partie d'Europe. On importe des Pays-Bas et de Norvège, ce qui représente à peu près 30 à 40% de nos importations. Le reste, c'est Algérie, Russie, il y en a un peu d'Angleterre, mais pas plus beaucoup maintenant, et puis du Moyen-Orient. Et Amérique du Nord, alors sur cette diapo-là, ils étaient, qui datent pourtant pas d'il y a très longtemps, enfin, c'était quasiment équilibré, un peu importateur. Je dirais que dans peu de temps, ça va s'inverser, parce qu'effectivement, ils vont devenir exportateurs. Donc il y a des projets, effectivement, alors, ils avaient construit des terminaux méthaniers pour recevoir du GNL, ils sont en train de les convertir pour réexporter du GNL, enfin fabriquer du GNL, du gaz naturel liquéfié, et exporter du GNL, en particulier dans le golfe du Mexique, et puis sur la côte ouest, et les Canadiens ont aussi des gros projets qu'ils ont lancés sur la côte ouest, donc pour viser l'Asie. Alors, l'agrandissement à plus grand gabarit du canal de Panama, c'est pas complètement indépendant aussi de ça, quoi. Parce que ça intéresse effectivement, je dirais, les gaziers américains de pouvoir exporter par des gros bateaux le gaz naturel sans faire le grand tour. Hein. Parce que sinon, le grand tour, ça prend un peu plus de temps. Si Oui.
Quand on est sur les canaux, Suez aussi est très grande. Oui, Suez aussi, mais je dirais pour l'instant, alors les Qataris ont construit des bateaux qui sont spécifiquement adaptés au canal de Suez et qui, il y a 40 ans, le grand métallier, c'était le Jules Verne, il faisait 40 000 mètres cubes. Et maintenant, alors on est passé à une classe de 75 000, on est passé ensuite à une classe de 150 000, on est passé à 200 000, on est passé à 220 000, et maintenant on est à 260 000. Alors c'est ce qui se fait de plus gros pour passer le canal de Suez. Donc en fait, les bateaux sont conçus en fonction des contraintes qu'on peut trouver sur le parcours et pour rester manœuvrant entre une plaque ou une autre plaque, en fait. Parce que les Qataris qui sont là, ils visent ici ou ils visent ici. Enfin, ils visaient ici auparavant, maintenant ici, perdu. Donc effectivement, ils visent l'Europe, ils ont acquis des capacités de regasification en Angleterre et en France, à Dunkerque, et puis donc ils visent d'avoir des capacités pour pouvoir, je dirais, jouer avec leur gaz pour l'exporter, mais pour ça, effectivement, il vaut mieux passer par Suez que faire aussi le tour du Cap de Bonne-Espérance. Et donc c'est pour ça qu'ils ont les métalliers, les plus gros métalliers ont été conçus pour passer le canal de Suez. Et je pense que c'est à peu près les mêmes qui arriveront à passer le canal de Panama. Aujourd'hui, il y a un équilibre entre la production et la demande. Enfin, aujourd'hui, on est du 14. Forcément. Mais c'est... Oui, non, mais aujourd'hui, effectivement, alors l'équilibre, il pourrait s'apprécier par le prix. Mais on verra tout à l'heure, je crois que j'ai mis une courbe de prix, que l'équilibre, il n'est pas tout à fait le même suivant les zones de marché. Et effectivement, on verra qu'il y a des zones de marché en tension où le prix est élevé, des zones de marché un peu où il y a du surplus, où le prix est plus bas. Ça sera illustré un peu après. Mais globalement, le système, alors le gaz, ça stocke, si je suis... La société est spécialiste du stockage, mais on fait plutôt du stockage saisonnier, c'est-à-dire qu'on stocke du gaz en été pour l'utiliser en hiver. Parce que ça aussi, c'est juste une question d'économie et de bon sens. Hein. Le gaz, c'est juste une question de bon sens. C'est la géopolitique gazière, c'est juste une question de bon sens. Alors pourquoi on stocke du gaz en été? C'est parce qu'effectivement, comme ça se transporte mal, ce que je vous ai déjà dit, il vaut mieux transporter tout le temps la même capacité et puis stocker près des lieux de consommation. Quand il y en a plus besoin en hiver, on le sort près du lieu de consommation et on continue à avoir un flot continu qui vient toute l'année. Donc on a intérêt à avoir des stockages près des lieux de consommation et à avoir des tuyaux, des grands tuyaux de 4000 km qui sont utilisés à plein toute l'année. C'est juste une question de bon sens. Et effectivement, c'est pour ça qu'on trouve des stockages. Les stockages ne sont pas faits pour faire du stockage interannuel, ou très peu. Il y a un pays qui s'intéresse à ça pour l'instant, c'est le Brésil. Parce que le Brésil est dans un schéma de production électrique particulier. Il a beaucoup d'hydroélectricité, avec quelques années sèches tous les 5 ans à peu près. Donc le Brésil est en train de se dire, je vais peut-être développer des stockages de gaz naturel pour être capable... Alors l'autre solution, c'est d'amener du GNL. Le GNL, ça marche bien tant que le marché n'est pas en tension. Le jour où le marché du GNL est en tension, vous payez très cher. Donc à la limite, il vaut mieux construire chez soi des ouvrages de stockage qu'on paye avec sa monnaie locale. On y met son gaz de façon optimisée au moment où on en a un peu trop, et puis après on l'utilise pendant les pointes. Donc les pointes au Brésil, c'est une fois tous les 5 ans à peu près. Mais dans les autres pays où c'est climatique, c'est plutôt tous les ans et tous les hivers. Alors hiver du nord ou du sud. Mais quelle est la proportion de shale gaz là, sur la production mondiale? Alors, les shale gas sont très faibles aujourd'hui en termes de production mondiale. Hein. C'est moins de 10%, c'est largement moins de 10% de la production mondiale. Aux États-Unis, je vais vous dire une bêtise, mais ça représente aux États-Unis moins de 10% de la production, je dirais entre 10 et 15%. Mais par contre, effectivement, ça a complètement remplacé le GNL. Alors, ils avaient prévu d'importer 100 milliards de mètres cubes de GNL sur un marché qui faisait à peu près 600. Aujourd'hui, ils produisent leur 100, globalement, alors ça fait plutôt 15%, sur place, au lieu d'importer du GNL. C'est ça qui leur permet d'inverser la courbe. C'est ça qui leur permet d'inverser la courbe. Alors, le shale gaz aussi, ça a été... au départ, c'était du gaz sec, c'est-à-dire du gaz qu'on produisait pour produire du gaz. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est plus du gaz sec qu'on produit, c'est du gaz associé, c'est-à-dire du gaz qu'on produit dans des gisements d'huile. Pourquoi? Parce que le pétrole est cher, donc vous avez intérêt à produire du pétrole. Donc c'est du shale oil qu'on cherche.
donc de l'huile de schiste. Associé, il y a du gaz, donc c'est le gaz associé avec le pétrole qui est un produit fatal à ce moment-là, le gaz. Et donc ça, vous le vendez à un prix qui n'est pas forcément cher, puisque vous êtes déjà payé, enfin l'économie est assurée par le pétrole, et le gaz est un sous-produit. Donc actuellement aux États-Unis, c'est plus forcément du shale gaz direct qui est produit, mais c'est plutôt du gaz associé avec du shale oil. Mais je dirais, et c'est pour ça que le prix du gaz a baissé, parce que le prix du gaz aujourd'hui aux États-Unis est plutôt inférieur au coût de production de shale gaz sec, parce que effectivement c'est du gaz associé. Donc effectivement les États-Unis produisent relativement peu, mais ça suffit à déséquilibrer le système. Un autre exemple de déséquilibre du système, c'est ce qu'on appelait la bulle gazière, il y a en 2008, enfin 2008-2009, donc après quelques événements bancaires, mais qui ont eu des impacts sur l'économie mondiale. Donc on s'est retrouvé en 2009-2010 avec une consommation qui était plus équilibrée avec la production. Plus équilibrée, c'est-à-dire qu'à la fin ça finit par s'équilibrer, mais il y avait beaucoup de gaz sur le marché parce qu'il y avait moins de consommation. On a estimé la bulle gazière, c'est-à-dire le surplus de production par rapport à la consommation normale, à peu près 100 milliards de mètres cubes au niveau de la planète. Donc 3% de la production. Ça a suffi à mettre un peu le bazar et à créer des prix, on verra tout à l'heure, assez différents entre les différentes plaques, alors que les prix étaient à peu près équilibrés auparavant. Je suis loin de la géopolitique, c'est plutôt de l'économie, mais... Bon, on a parlé de GNL, donc les capacités de GNL, donc c'est ça qui assure la fluidité, enfin l'interconnexion entre les différentes plaques, parce que ce n'est pas les grands tuyaux. Alors, vous vous rappelez, 3000 milliards de mètres cubes par an. La production de GNL, aujourd'hui, c'est quelque chose comme 400 milliards de mètres cubes. Donc pareil, c'est 10%, 13% du marché, et ça suffit théoriquement à équilibrer les échanges. Donc c'est pas quelque chose de très important, c'est pas 50% du marché, mais ça suffit à équilibrer les échanges et ça suffit à créer des interconnexions entre les différentes plaques. Bon, ça c'est le développement de la production en Australie, et ça c'est le développement de la production en Amérique du Nord. Donc plutôt gaz traditionnel et CBM en Australie, et plutôt shale gaz, ou gaz associé, peu importe, mais gaz de roche-mer, issu de roche-mer, aux États-Unis, au Canada. Donc effectivement, qui vont augmenter d'à peu près pratiquement 50%, 40 à 50% la production de GNL d'ici 2020, un peu moins de 2020. Et ça, théoriquement, ça suffit à créer des chocs sur le marché. Parce que quand vous avez une usine de GNL qui rentre en service, alors les trains de GNL, c'est généralement une dizaine de milliards de mètres cubes, 7,8 millions de tonnes par an. C'est comme ça que comptent les GNL. Alors après, il faut multiplier par à peu près 1,2 pour avoir les milliards de mètres cubes. Et quand vous avez une usine qui a 3 trains de GNL, donc 30 milliards de mètres cubes, ça a déjà un impact sur le marché, alors que c'est 1% du marché. Bon, ensuite, les prix mondiaux. Les prix mondiaux, comment ça se forme? Alors on peut commencer par les États-Unis, c'est le plus simple, c'est un prix de marché. Et il y a, alors, je n'ai pas mis de carte parce que ce serait trop compliqué, enfin, on en aura peut-être quelques-unes après, mais les États-Unis ont développé des réseaux de gazoducs extrêmement importants. C'est un marché qui est très connecté, avec des gazoducs concurrents les uns des autres, parce que c'est une économie libérale, donc avec plein de possibilités et plein de concurrence, y compris sur le transport, y compris même si c'est régulé. Parce que pour que ce soit, enfin, tous les interstates, donc entre États, sont régulés par la FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, et donc ont un tarif régulé, un tarif public avec un accès des tiers au réseau, mais les gens continuent à développer des pipes parce qu'effectivement, ils pensent que c'est un business rentable à l'échelle des États-Unis parce qu'il y a beaucoup de transport. Et donc, ça crée beaucoup d'interconnexions et ça veut dire qu'il y a de multiples hubs, mais il y a un hub qui est directeur, qu'on appelle le Henry Hub, en fait, qui est un hub qui est situé au Texas. Alors, c'est un vrai hub physique parce qu'il y a de multiples pipes qui arrivent en ce point, qui se connectent. Donc, les gens peuvent échanger du gaz à ce point-là. Au départ, c'était un hub physique, mais maintenant, c'est devenu un hub virtuel. Donc, en fait, les gens tradent du Henry Hub
même si le gaz ne passe pas par là, et même s'il n'y a jamais de gaz physique qui est échangé. Donc c'est une place de marché qui sert de référence au marché américain, mais qui sert aussi de référence au marché mondial de plus en plus. Et vous voyez que, bon, on a évoqué l'essentiel, le GNL maintenant marginal, et l'essentiel de la production aux États-Unis, vient des États-Unis, et de plus en plus ils abandonnent le Canada, alors que le Canada a représenté jusqu'à 15-20% de la consommation américaine il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Donc un prix de marché. Alors l'Europe de l'Ouest est dans un schéma un peu intermédiaire. On était avec des contrats de long terme qui étaient basés sur des produits pétroliers. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, mais même encore presque aujourd'hui, le concurrent principal du gaz, c'est les produits pétroliers, pour le chauffage, pour un certain nombre d'usages. Donc effectivement, les contrats de long terme étaient indexés sur les produits pétroliers, enfin un panier de produits pétroliers. Je dirais avec l'ouverture des marchés à partir de la fin des années 90, début des années 2000, on est allé de plus en plus vers des prix spot, donc des prix de marché. Il y a quelques grands hubs en Europe, enfin il y a un hub en Grande-Bretagne qui s'appelle le NBP, National Balancing Point, qui est un hub virtuel. Il y avait un hub physique, mais qui est en train de décroître, qui était Zeebrugge, qui était un point d'interconnexion entre la Grande-Bretagne et le continent. Le premier point historique d'interconnexion, et je dirais dont l'importance est en train de décliner. Il y a un hub qui est aux Pays-Bas, le TTF, qui est en train de devenir un des hubs principaux des hubs directeurs en Europe. Il y a 2 hubs en Allemagne, il y a un hub directeur, il y a un principal hub directeur en France qui est qu'on appelle le PEG Nord, point d'interconnexion, point d'échange de gaz de la zone nord de la France, et puis il y a un point d'interconnexion de la zone sud avec des différences de prix qui peuvent être importantes. C'est monté jusqu'à 15 € par mégawattheure il y a quelques mois, et depuis 2 jours c'est devenu négatif, c'est-à-dire que le prix au sud est devenu inférieur au prix au nord. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé du GNL, parce qu'en ce moment il y a moins de consommation de GNL en Asie, et donc il y a plein de bateaux de GNL qui étaient disponibles, qui sont venus en Europe, et qui ont fait chuter le prix dans le sud de la France, et le prix en Espagne, et qui est devenu moins cher. Alors vous voyez que c'est un marché, hein, ça fonctionne. Enfin, il y a des vraies fluctuations, oui. Alors, question en Europe de l'Ouest, quel est le pourcentage des contrats gaziers qui sont indexés sur le pétrole ou produits pétroliers versus les vols? Alors, la Creux a publié récemment, c'est-à-dire hier ou aujourd'hui, son indicateur qui dit qu'il doit y avoir dans le panier français à peu près 59% de produits pétroliers, indexés produits pétroliers. Donc ça veut dire 41% de gaz marché spot. Mais les contrats pétroliers sont en diminution. Les contrats pétroliers sont ce qu'on appelle en déplétion, c'est-à-dire que petit à petit... Chaque année, la plupart des grands contrats vont jusqu'à vers les années 2020. Et c'est eux qui tirent vers le haut quand même le prix aujourd'hui? Alors c'est eux qui tirent vers le haut, pourquoi? Parce qu'ils sont indexés sur le prix du pétrole et que le pétrole est cher. Ouais. Voilà, alors le pétrole a baissé récemment, sauf que l'euro a baissé aussi. Bon, et ça c'est pas très bon, quoi. Enfin, c'est bon pour certaines catégories d'échanges, mais c'est moins bon quand vous achetez l'énergie, quoi, puisque effectivement, les produits pétroliers sont plutôt cotés en dollars, et effectivement, avec un dollar qui monte, la baisse du pétrole est un peu compensée par la hausse du dollar. Normalement, à taux de change constant, on devrait voir chaque année le prix du gaz baisser. Si, effectivement, tant que le marché n'est pas tendu. Oui, tant que le marché n'est pas tendu aussi. Il y avait une autre question. Là. La question était pour l'Europe. Alors pour l'Europe, je serais incapable de vous dire, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est peut-être 50% des échanges qui sont à peu près sur des contrats de long terme, et la moitié sur des contrats de plus en plus court terme, des contrats en DEN, en Montseued ou en IREN. Donc des contrats relativement courts. Donc ça nous donne un mix relativement important de prix de marché et prix encore indexés. En Asie, là c'est encore les produits pétroliers qui sont directeurs, parce que le principal concurrent du gaz en Asie, c'est quand même le pétrole et le charbon. Mais les producteurs pétroliers, alors pourquoi les producteurs, pardon, mais qui en même temps produisent du gaz et du pétrole, hein, généralement. Vous avez vu aux États-Unis, c'est même très, très connecté. Les producteurs d'hydrocarbures, en fait, ils connaissent bien le marché des hydrocarbures, donc s'indexer sur le pétrole, ça ne pose aucun problème, ils savent se couvrir, donc ils savent estimer leurs risques, se couvrir sur le marché du charbon qui n'est pas leur marché,
C'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, ils n'ont jamais voulu, ou quasiment, ou alors très marginalement, s'indexer sur le charbon. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de contrats, ça peut exister, mais il y a très peu de contrats indexés charbon. Parce que sinon, effectivement, en Chine en particulier, le concurrent principal du gaz, c'est le charbon. Le gaz déplace le charbon aujourd'hui. Enfin, bien que le charbon continue à monter, parce que les besoins sont importants, mais je dirais le gaz est plutôt concurrent du charbon, il remplace le charbon dans les villes. Donc voilà. Et c'est, en Asie, c'est plutôt indexé pétrole. Ce qui va expliquer effectivement une des diapositives suivantes qui est sur le prix. Mais donc là, c'est un camembert mondial, donc ça ne répond pas directement à votre question, mais c'est un camembert mondial. Je dois disposer quelque part du camembert européen, mais je ne l'ai pas là, parce que l'UIG en fait réalise une étude qui est réactualisée tous les ans ou tous les 2 ans sur la formation des prix mondiaux du gaz, et donc ça c'est la publication 2013. On n'en publiera pas cette année, par contre on en publiera une en 2015, donc qui vous donne zone par zone en fait la formation des prix. Donc la formation des prix, on voit que Gas on Gas Competition, c'est gaz de marché, donc 43% au plan mondial, indexé pétrole 20%, regulated price, c'est des prix qui sont décidés par l'État. Bon, il y a beaucoup de pays tels que la Russie ou d'autres grands pays gaziers, en fait, ou même en Chine. Le prix final, il est fixé par l'État. Alors de plus en plus, je dirais c'est en train d'évoluer, mais ça reste encore un facteur important. Qu'est-ce qui justifie encore aujourd'hui de maintenir des contrats liés sur le pétrole? C'est parce qu'ils sont passés, ces contrats. Ils sont pas passés. Ouais, ils ont été conclus, et c'est difficile de les casser. C'est difficile de les casser. Alors aujourd'hui que le pétrole est cher, on se dit quelle connerie. Ouais. Moi, quand je m'occupais des achats de gaz russe, le pétrole, à un moment, il était à 10 $ par baril. Ben, je peux vous dire que mes collègues russes, ils étaient comme ça. Hein. Même à 15, ils étaient comme ça, parce que le point où c'était à peu près rentable pour eux, c'était autour de 20. Donc effectivement, c'est un partage de risque, mais à un moment, c'est bénéficiaire pour l'acheteur, à un moment, c'est bénéficiaire pour le vendeur. Bon, effectivement, en ce moment, c'est plutôt bénéficiaire pour le vendeur, sauf que bénéficiaire pour le vendeur, pas forcément, parce que de ce fait-là, il a pu aussi développer des champs qui n'auraient pas été rentables. C'est pareil pour l'huile. Si le pétrole n'avait pas atteint 100 $ par baril, les shale oil aux États-Unis ne se seraient sûrement pas développés. En tous les cas, pas à la même vitesse. Et qu'est-ce qui détermine la durée d'un contrat? C'est l'investissement d'une usine GNL? C'est l'investissement qu'il faut concevoir, donc c'est à peu près 20 à 30 ans, l'amortissement de l'investissement initial du producteur. GNL, quand c'est les canalisations, on les amortit, enfin GRT Gaz, les collègues, Claude en fait partie, les amortit économiquement sur 50 ans. Ouais. Donc effectivement, les contrats gaziers sont plutôt sur 20-30 ans. Si vous ne les reconduisez pas, que vous avez des tuyaux, bah, vous vous retrouvez avec la base d'actifs qui n'est pas complètement amortie. Bon, effectivement, donc il y a jusque dans les années 2020, dans la période 2020, les grands contrats européens vont finir, à voir s'ils sont reconduits, s'ils ne sont pas reconduits. Et je dirais ce qui a été renégocié ces dernières années par les grands acheteurs européens, c'est quand même de plus en plus d'indexation sur le marché. Et donc c'est pour ça que la France continue à importer essentiellement des contrats de long terme. Mais par contre, effectivement, il y en a 40% qui est indexé sur le marché et plus sur les produits pétroliers. C'est la diapositive que je vous annonçais depuis un certain temps. Donc en fait, l'évolution des prix sur les différentes zones. Alors là, ça commence en 2006. Et qu'en 2006, comme par magie, les prix étaient à peu près dans la même zone. Là. On était autour de... Alors c'est des dollars par million de BTU, excusez-moi, hein, mais c'est les publications. Donc en fait, c'est le prix en re-up. Pour avoir les euros par mégawattheure, vous multipliez par 2,5, à peu près. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc quand on est à 10, ça fait 25 € par mégawattheure. Et quand on est à 2, ici, ça fait pas cher. Ça fait 5 € par mégawattheure. Le prix européen, alors le prix de marché européen, là, il a beaucoup baissé depuis quelques mois.
pour en dire deux mots, effectivement, c'est parce que... Tu pourrais nous dire les couleurs. C'est marqué en bas. Alors, pardon, les couleurs, alors vous voyez peut-être pas. Le vert, c'est le NBP, donc c'est le hub anglais, mais qui est représentatif à peu près du prix européen. Le rouge, c'est le prix US, donc Henry Hub. Et le gris, c'est les produits pétroliers, c'est le Brent, ramené dans la même unité. Et le bleu, c'est le JKM, c'est l'index de prix au Japon. Donc représentatif des trois plaques. Alors, on voit qu'on part du même point pratiquement en 2006 et après ça suit à peu près quoi. Alors le JKM n'existait pas, mais on voit que dans cette zone-là, il était à peu près tout était encore. On est passé par un point là milieu 2009 à peu près encore bon où il n'y avait pas trop de différence et puis après ça a explosé. Alors ça a explosé. Bon manque de peau effectivement là. On peut une métaphore qui n'est pas la bonne. Il y a eu Fukushima. Fukushima a entraîné arrêt des centrales nucléaires japonaises, donc switch au gaz de la production électrique japonaise, et donc tension sur le marché, montée du prix asiatique. En même temps, la Chine a développé ses consommations de gaz naturel, et donc flambée des prix sur la plaque asiatique. Alors récemment, tout ça s'est un peu rapproché récemment. Bon, aux États-Unis, on voit que l'encéphalogramme est quand même relativement plat depuis que. Alors ça, c'est l'échelle gaz. Hein. La baisse ici, c'est l'apparition des shale gaz aux États-Unis, donc forte baisse des prix sur le marché gros US. Sauf que le prix d'équilibre du shale gaz dry, sec, c'est plutôt autour de 6. Mais je vous ai dit que là, c'est aussi les shale oil, et tout ça, c'est les shale oil, parce que, vous voyez, le prix du pétrole qui est parti là, donc les gens se sont dit, ben, je vais produire de l'huile de schiste, hein, enfin de l'huile de roche-mer, pardon. Donc effectivement, ça a fait encore plus de gaz naturel sur le marché, ça a fait encore baisser le prix du Henry Hub, et ça a accru la différence avec le marché asiatique. Et donc évidemment, quand il y a une différence, il y a des gens qui se disent, je vais essayer de profiter de la différence. Et est-ce qu'ils n'arrivent pas à valoriser ce shale oil? Si, mais les États-Unis sont devenus autosuffisants. Le gaz de shale oil, je veux dire. Le gaz de shale oil, si, mais du coup, comme il y en a, il faut le vendre, parce que vous l'avez sur les bras. Hein. Oui, c'est ça, vous le produisez, donc... C'est-à-dire qu'il est sans valeur, qu'il est marginal par rapport... Il est sans valeur, mais donc il faut vous en débarrasser, parce que sinon vous le brûlez, c'est pas très bien. Ouais, et ils ne peuvent pas le valoriser au shale gaz, au prix du shale gaz? Au prix du shale gaz, le problème c'est que c'est un marché, donc quand vous avez trop de gaz sur le marché, les prix baissent, quoi, c'est tout. Alors vous remplacez le charbon avec, mais il y a quand même un peu trop de gaz sur le marché, donc ça maintient des prix relativement bas. Alors pourquoi c'est en train de remonter? Parce qu'il y a eu quand même 2 hivers relativement rudes aux États-Unis, qui font que la consommation a été relativement importante quand même aux États-Unis, enfin dans la plaque nord-américaine. Et qui font que ça a plutôt tiré le prix, remis le prix vers $4 par million de BTU. En parallèle, en Europe, on a eu un hiver extrêmement doux l'année dernière. Une consommation énergétique qui stagne plutôt, voire qui décroît largement dans tous les pays, pour l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'industries qui vont, qui vont là. Quand vous êtes chimiste, quand vous utilisez beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz naturel, vous dites et que vos produits finis peuvent se transporter, vous dites je vais aller m'installer en Amérique du Nord parce que ce sera moins cher que de rester en Europe. Donc effectivement, finalement la consommation industrielle, la consommation des ménages baisse. Bon, ça c'est les économies d'énergie, c'est 0,7 à 1% par an, voire un peu plus. La consommation industrielle baisse partout en Europe, y compris en Allemagne. Un effet climat relativement important, peu de consommation, les réservoirs, les stockages souterrains qui sont encore très remplis à la fin de l'hiver, donc tout le monde dit, moi j'ai pas besoin de gaz pour remplir mes réservoirs pour l'hiver prochain, donc le prix d'été baisse fortement. Donc, ça c'est en 2014. Ça c'est 2014. Depuis 2011, moi je suis surpris quand même que l'impact de la surproduction aux États-Unis ne soit pas répercuté dans le reste du monde. Parce que l'Algérie qui exportait vers les États-Unis, c'est non, mais l'Algérie, ils n'avaient pas comment. Ils exportaient marginalement. Mais ils avaient prévu d'exporter. Ils avaient prévu, mais ils faisaient des transgénels. Comme les Qataris, ils avaient prévu d'exporter aux États-Unis, mais sauf que les Qataris, eux, qui avaient développé leur production, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Algérie, les Qataris, eux, ils ont cherché ça. L'Asie, oui.
Ah oui, ils sont au milieu. Hein. Oui, non, ça, je vous ai dit, ils sont au milieu, c'est juste. Ils sont un espèce de carrefour. Alors c'est un carrefour qui est un peu éloigné de chaque banc, mais ils sont un carrefour. Ils se disent, je vais à l'est ou je vais à l'ouest. Actuellement, c'est l'est qui est plus porteur, mais je vais à l'est. Et aujourd'hui, alors effectivement, en ce moment, il y a moins de consommation que prévu en Chine et au Japon, parce qu'il y a quelques centrales nucléaires qui sont reparties au Japon. Et qui était prévu de repartir. Donc déjà, il y a eu des anticipations de baisse de consommation, donc ce qui fait baisser le prix du JKM. Il y a la Chine, le développement de la consommation en Chine est plutôt inférieur à ce qui était prévu, donc ça a fait baisser effectivement le prix sur la plaque, en plus avec un petit effet Brent, mais qui n'est pas très important, qui est plutôt arrivé après. Donc moins de tension sur le marché asiatique, et du coup ça fait qu'il y a des cargaisons libres qui se retrouvent à Fos-Cavaou, à Montoire de Bretagne depuis 15 jours, et du coup ça a fait baisser les prix de spot sur le marché sud de la France, et je vous dis, on s'est retrouvé avec un prix du gaz au sud inférieur au prix du gaz au nord, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Oui. Pour un bateau de GNL qui part d'Algérie par exemple, le fait d'aller à Marseille ou au Japon, c'est négligeable? Ah non, c'est pas complètement négligeable, mais ce qui est important dans le GNL, ce qui coûte cher, c'est de le produire. Après, les ordres de grandeur, mais c'est juste des ordres de grandeur. Le produire, ça coûte à peu près 5 $ par million de B. Fabriquer du GNL, à partir de gaz gazeux, c'est entre 3 et 5 $ par million de BTU. Le transporter à relativement grande distance, c'est à peu près 3 $ par million de BTU. Donc, voilà. Je vais vous donner ces chiffres-là. Maintenant, vous partez de 4, vous ajoutez 8. Vous voyez que c'est pas forcément sur l'Europe que c'est intéressant d'importer du gaz de schiste américain. C'est plutôt vers l'Asie, quoi. Hein. Donc, alors après, si vous le transportez en France, ça coûte pas grand-chose, parce que les bateaux, ils font la navette. Par contre, effectivement, si vous allez au Japon, ça va vous coûter à peu près 3 $ par million de BTU, c'est-à-dire à peu près 7,5 € par mégawattheure. Voilà, donc c'est les ordres de grandeur, mais qui expliquent que quand même, les plaques sont quand même s'il y a peu de GNL, ça s'interconnecte un peu. Alors ça va prendre du retard, parce que pour l'instant, personne ne peut bénéficier de ce prix du gaz américain, sauf l'industriel qui décide de se délocaliser. Parce que pour l'instant, il faut avoir les autorisations. Elles sont arrivées à partir de la fin de l'année dernière et cette année pour construire des usines de liquéfaction et d'avoir des licences d'exportation depuis les États-Unis. Mais les États-Unis n'exporteront pas toute leur production. Hein. Et puis après, il faut monter l'usine. Ça prend 5 ans. Donc entre le moment où vous voyez le marché et le moment où vous y arrivez, ça peut avoir changé. Vous voyez que là, il y a eu quelques bouleversements. Donc ça fait un certain nombre de risques à gérer. Oui. Question semblable à la précédente. Quel est le pourcentage du GNL dont le prix est indexé au pétrole ou autre chose versus qui se négocie sur le marché spot? Parce qu'il y a un marché spot aussi. Je dirais qu'il y a les principaux contrats de GNL anciens, mais même la plupart des contrats asiatiques ont été basés sur de l'huile, enfin, parce que le JKM c'est le marché spot, hein, mais le marché asiatique traditionnel est quand même plutôt indexé sur le Brent. Donc aujourd'hui, effectivement, le prix de long terme sur les marchés asiatiques, il est plutôt par là, quoi. Hein. Il est plutôt vers 16, quelque chose comme ça. Et c'est parce que c'est de l'indexation huile, et c'est parce que effectivement les contrats de long terme, c'est quasiment, pas exclusivement, mais c'est beaucoup de l'indexation, parce que des usines de GNL, ça coûte cher, et il faut au minimum 20-30 ans pour les... Donc quand vous êtes producteur, sauf si vous appelez le Qatar, et que vous dites je vais mettre 50% de ma production en gaz de long terme, et 50% de ma production spot que je vendrai moi-même sur les marchés, mais les autres ne prennent pas ce risque. Les autres disent je vais essayer de vendre quasiment 100%, 80 ou 100%, suivant des indexations plutôt huile. Justement, les nouveaux terminaux de liquéfaction en Australie, Ichthys par exemple, vous connaissez sûrement,
et l'autre de Chevron, le Gorgon. Ils ont 60% qui est déjà booké, le reste, c'est pas encore loué. Donc ça, non, mais ils essayent d'en allouer le maximum à des prix indexés huile, parce que ça, ils connaissent. Enfin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont capables d'apprécier le risque. Après, il faut avoir les reins relativement solides pour prendre le risque du marché. Ce qu'ont fait les Qataris, puisque je vous dis, les Qataris, c'est à peu près 50% de leur portefeuille qui est vendu long terme et indexé produits pétroliers, et 50% qui est vendu marché ou indexé marché. Mais ça, c'est effectivement le choix qu'ils ont fait il y a 7-8 ans, quand ils ont développé RasGaz et Qatargaz, les nouveaux trains. Oui. Et à Singapour? À Singapour, je ne saurais te dire, je pense que c'est plutôt, enfin, ça ressemble à du JKM, je ne sais pas si tu as des infos. Non, je ne sais pas. Bon, c'est un marché qui est à peine naissant. Hein. Alors je pense qu'ils vont essayer de s'indexer marché parce qu'ils créent une place ils essayent de développer une place de marché matières premières, enfin tout produit en fait à Singapour. Donc je pense qu'ils vont essayer de s'indexer marché. Le problème de Singapour, c'est que il y a peu de capacités de stockage et que pour avoir un hub, il vaut mieux avoir des capacités de stockage ou des capacités de production flexibles derrière. Ce qui est le cas en Europe, parce qu'il y a quand même beaucoup de stockage. Enfin, la consommation européenne est d'à peu près, on l'a vu, 400-500 milliards de mètres cubes. Les stockages européens, c'est à peu près 80 milliards de mètres cubes. Donc il y a des capacités de stockage et ça permet de baquer le marché. Quand vous n'avez pas de capacité de stockage derrière le marché, ça veut dire qu'il faut qu'en permanence, il y ait l'équilibre de l'offre et de la demande. Donc ça dérape assez vite. Donc Singapour, je pense qu'ils sont en train d'essayer de devenir une place de trading, mais plutôt virtuelle, et pas forcément physique. Alors, ils sont en train de construire un terminal GNL. Ce sera pas, et puis la consommation est quand même, c'est pas la Chine, quoi. Hein. C'est pas la Chine ou c'est pas l'Inde. L'Inde, c'est à peu près 60 milliards de mètres cubes, et ça va monter à peu près 150 d'ici 2030. La Chine, je vous ai dit, c'est 150 et ça va monter à 400. Singapour, ça va être quelques milliards ou quelques dizaines de milliards de mètres cubes. Par contre, l'Indonésie produit pas mal. L'Indonésie produit pas mal, est en train de se développer. Alors l'Indonésie, c'est paradoxal parce qu'ils importent à certains endroits, ils exportent à d'autres. Parce qu'effectivement, il y a des îles, il y a des îles qui sont exportatrices, il y en a d'autres qui sont importatrices. Et effectivement, tout ça, il y a plein de singularités un peu partout. Alors, un peu plus de géopolitique, je pense quand même qu'on en a couvert un peu, même si c'était au travers de l'économie, un peu de géopolitique, l'exemple de la Russie. Alors, la Russie, jusqu'à il y a peu, même encore jusqu'à aujourd'hui quasiment, est uniquement tournée vers l'Europe en termes d'exportation, donc exporter à peu près un peu plus de 100 milliards de mètres cubes, 120-130 milliards de mètres cubes, vers l'Europe de l'Ouest. Avec historiquement une seule connexion qui était le Brotherhood ici, 145 milliards de mètres cubes de capacité, qui traverse l'Ukraine, qui traverse la Slovaquie et ensuite qui se partage à l'entrée de l'Autriche et d'une part vers la République tchèque, l'Allemagne, et en Autriche vers l'Italie et vers l'Allemagne aussi et puis vers la France. Donc un seul système de gazoduc et une liaison forte au travers de l'Ukraine. 1991, enfin les années 90, changement de régime, quelques tensions, etc. Par ailleurs, la Russie a commencé à développer, alors on ne le voit pas là, mais ici il y a une presqu'île qui s'appelle Yamal, qui est assez au nord de la Sibérie, dans la mer Blanche et dans la mer de Barents, en haut de la mer de Barents, donc avec des ressources importantes de gaz. Ils se sont dit, on va développer ces champs-là, et on va créer un corridor nord, parce que c'est pas la peine de descendre au sud, et puis en même temps ça contournera l'Ukraine, parce que c'était déjà quand même, on était déjà là au milieu des années 90. Donc ils se sont dit, on va créer ce corridor. Ils avaient prévu, qui traverse la Biélorussie et la Pologne, pour aller jusqu'à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu le carrefour du gaz en Europe de l'Ouest. Et puis les choses ont continué, la tension avec l'Ukraine s'est accrue, donc ils se sont dit, tiens, pourquoi pas contourner complètement la Pologne en particulier, qui peut poser des problèmes. Donc on va aller directement de Saint-Pétersbourg par là jusqu'à la frontière allemande au travers de la mer Baltique. C'est effectivement Nord Stream. Nord Stream, c'est 2 tuyaux qui ont à peu près 30 milliards de mètres cubes de capacité chacun et effectivement qui permettent de contourner complètement le système. Alors auparavant, ils avaient
ils avaient construit alors, un tuyau qui n'est pas réellement pour aller en Europe, mais qui s'appelle ici le Blue Stream, qui traverse la mer Caspienne, la mer Noire, pardon. Alors celui-là, effectivement, j'en parle parce que c'est une prouesse technologique. C'est le tuyau, pour l'instant, le plus profond du monde. 2000 mètres de profondeur. Donc 200 bars de pression externe, vous êtes des ingénieurs, vous savez que la pression externe, les tuyaux, ça aime bien la pression interne, mais ça aime moins la pression externe. Donc 200 bars de pression externe, donc c'est des grosses billettes d'acier avec un petit trou à l'intérieur. Enfin, j'exagère évidemment. Mais donc c'est effectivement, tout ça c'est parce qu'effectivement ils s'étaient dit, je veux aller en Turquie, qui est un marché, ça c'était dans les années 90, ils se sont dit, je veux aller en Turquie, en évitant de passer par la Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Donc d'être dépendants. Donc ils ont développé le Blue Stream pour aller, alors qu'il doit représenter 20 milliards de mètres cubes, je pense, comme capacité, approximativement. Donc effectivement, ça c'était aussi une partie du désenclavement russe au travers des ex-pays frères de l'ancien bloc. Et effectivement, le projet suivant, c'est le South Stream, donc c'est un nouveau tuyau au travers de la Caspienne. Alors, ce tuyau-là, il se construira peut-être, hein, ou il se construira peut-être pas. Il est essentiellement fait pour contrer d'autres projets qui viendraient du Turkménistan et qui contourneraient ici la Caspienne, dont je vais reparler. Et pour traverser la Turquie et venir en Europe et pour amener du gaz turkmène ou du gaz d'Azerbaïdjan. Donc pour empêcher ça, les Russes ont dit qu'à cela ne tienne, moi je vais avoir aussi une alimentation de l'Europe du Sud par là. On verra si ça se fait parce que c'est quand même fort coûteux. On parle d'une dizaine de milliards de dollars ou d'euros, comme vous voulez. Vous avez été validé ce projet? Comment? Vous avez été validé? Si, il a été validé, mais après, entre le valider, le commencer à le construire, et puis effectivement, on connaît déjà les bateaux de pause, hein. Oui, non, mais je pense qu'il se fera, mais après, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Parce que c'est un peu compliqué après, quoi. Bon, il y a la Serbie qui veut bien l'accueillir, mais je dirais la Serbie, ça ne dessert pas tout le monde non plus. Donc, il se fera sûrement, peut-être un tuyau, ils en avaient prévu 2, ils s'en feront sûrement un, mais c'est surtout un tuyau défensif, entre guillemets, vis-à-vis d'autres tuyaux, et vis-à-vis d'autres concurrents. Et là, effectivement, on rentre un peu pleinement dans la géopolitique, c'est qu'effectivement, j'utilise la concurrence ou j'utilise des tuyaux pour bypasser ou pour contrer, pour bypasser des enquiquineurs ou pour contrer effectivement des concurrents. Alors, la Commission européenne a une politique vis-à-vis des South Stream. Oui, par quel biais, par quel moyen? Elle est contre South Stream, mais elle ne peut pas forcément l'empêcher. Alors elle dit, vous n'aurez pas l'autorisation de l'exempter, etc. Bon, c'est pour ça que nos collègues russes visent la Serbie, qui n'est pas encore en Europe, visent la Bulgarie, qui est éventuellement un pays un peu faible. Juste pour illustrer ce un peu faible, il y a 2 ans et demi, quand la France a parlé de shale gaz, et qu'on a commencé à parler de ressources européennes, il y a des ressources de shale gaz en Bulgarie. Les Bulgares ont dit, ah, ben, on va peut-être faire du shale gaz. Bon, et les Russes leur ont dit, si vous développez le shale gaz, je vous coupe le gaz. Et ce sera plus rapide que de développer le shale gaz. Donc rapidement, le gouvernement bulgare s'est assigné sur la position de la France en disant, non, on ne développera pas le shale gaz, en tous les cas, pas pour l'instant. Donc effectivement, la Bulgarie reste un pays relativement... et puis les Russes sont aussi bien implantés en Grèce, parce qu'à certaines époques, ils ont racheté pas mal d'entreprises grecques. Donc effectivement, il y a aussi des possibilités de passage par là. Oui. Je vais répondre à la question de tout à l'heure. La Commission européenne veut que d'autres pays aient accès à ce gazoduc, comme Turkménistan ou Azerbaïdjan ou d'autres. Et les Russes ne veulent pas. C'est ça le... Non, mais c'est le problème d'accès des tiers au réseau, effectivement, où les Russes ne veulent pas laisser trop l'accès. Alors bon, peut-être qu'on trouvera... vous savez, les relations géopolitiques, ça va, ça vient. Il y a des moments de tension. La semaine dernière, il y a eu un accord entre l'Ukraine et la Russie sous le parrainage, entre guillemets, de la Commission européenne. Donc après, on peut trouver on trouvera sûrement un équilibre. Alors peut-être avec
un bout de South Stream, un bout de Nabucco, ou peut-être pas du Nabucco, c'est pas Nabucco qui sera, c'est on améliorera les connexions qui existent déjà en Turquie pour agrandir, pour laisser un peu de passage à du gaz d'Azerbaïdjan ou d'autres pays. Ça m'amène, tiens, à un autre slide qui est ce slide-là, qui est la mer Caspienne. C'est aussi un bon exemple de géopolitique, alors pas seulement gazière, mais de géopolitique. Depuis des dizaines d'années, la Caspienne, le problème c'est le statut de la Caspienne. On dit mer Caspienne, mais est-ce que c'est un lac ou est-ce que c'est une mer? Et alors c'est en train de se résoudre là, depuis... enfin, il semblerait que depuis un mois, on s'achemine vers un accord. Alors il n'est pas encore signé, il devrait être signé l'année prochaine, qui disent que chaque pays a une bande d'à peu près 15 000 nautiques, je crois, qui lui est en propre, où il peut exploiter ses réserves. Après, éventuellement, une bande d'intérêt de 10 000. Et puis après, le reste, il faudra qu'il y ait un accord entre les voisins de la Caspienne pour exploiter les ressources et puis pour y passer. Donc ça permet effectivement... on a parlé tout à l'heure des ressources, je sais pas, on a mentionné l'Iran, ici. On n'a pas mentionné le Turkménistan. Il se trouve que le Turkménistan, c'est vraisemblablement les 3e réserves mondiales. On ne sait pas bien, mais vraisemblablement, c'est les 3e réserves mondiales. Après la Russie et après l'Iran, autour de l'Iran et le Qatar. Donc, Turkménistan, vous voyez, s'il veut venir en Europe, il faut passer par ici, donc il faut passer par le Kazakhstan et puis la Russie, ou il faut passer par l'Iran. Les 2 premières réserves mondiales. Bon, quel est l'intérêt des 2 premières réserves mondiales de dire au 3e, passe chez moi et va desservir, va me concurrencer sur les marchés? Donc c'est évident que la Caspienne, c'est un beau verrou stratégique pour dire, vous ne passerez pas, où il y a un obstacle d'eau, là, ça va être compliqué de passer. Donc je pense que ça va un peu rester comme ça, les tuyaux qu'on aura un peu de mal à passer, oui. À propos du Turkménistan, ils ont justement conclu l'année dernière un accord de vente de 65 métaux dans la Chine. Effectivement, ils se sont dit, je ne peux pas aller à l'ouest, donc je vais aller à l'est. Effectivement, les Chinois qui n'arrivaient pas, qui étaient en négociation avec les Russes depuis assez longtemps pour des contrats de long terme, c'était plus facile avec les Turkmènes qui étaient coincés chez eux. Donc effectivement, ils ont conclu avec les Turkmènes et ils ont développé rapidement les Chinois en quelques années pour à peu près 30 milliards et puis 60 milliards de mètres cubes d'importation depuis le Turkménistan. Donc effectivement, alors c'est compliqué de passer par là, mais c'est techniquement faisable puisque c'est fait. Mais effectivement, ça a été plus facile pour les Turkmènes. Alors il y a quelques années, quand je m'occupais du gaz russe, on avait reçu le ministre turkmène du gaz qui voulait nous vendre du gaz. On m'a dit, le problème, c'est que ça va être compliqué quand même de passer. Donc, bon, c'est toujours compliqué à passer. Et l'accord qui est en train de se former là, autour de la Caspienne, les discussions, c'est depuis 91 à peu près, autour de ces richesses de cette zone-là, puisque c'est à partir de ce moment-là que le problème s'est posé. Donc depuis ce moment-là, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé. Il semblerait que ça évolue dans un sens pour trouver un accord, mais qui ne libérera pas le système, qui plutôt le figera. Donc c'était juste un exemple, effectivement, pour montrer qu'il peut y avoir quelques accidents géographiques qui font que, de temps en temps, des ressources qui seraient placées relativement proches de certains marchés sont bloquées parce que par des intérêts des voisins qui n'ont pas exactement la même vision. Donc effectivement, la solution pour le Turkménistan, ça a été la Chine, mais les Russes aussi maintenant, ils ont conclu récemment un contrat de 300 milliards de dollars avec les Chinois pour livrer du gaz en Chine. Alors plutôt depuis l'est de la Russie, des gisements qui sont du côté du lac Baïkal et dans l'est pour desservir le nord de la Chine via la Mongolie. Bon, on a fait un petit tour du monde, on pourra y revenir avec d'autres questions. Oui. Est-ce que je peux revenir sur, allez-y. Sur l'accès des tiers au réseau et la politique européenne? Il me semble, j'ai cru comprendre, que la plupart des tuyaux qui sont en construction actuellement entre la Norvège et je crois les Pays-Bas, ou avec le Danemark, ou avec la République fédérale, tous ces tuyaux sont exemptés de TP. Ah oui, parce que s'ils ne sont pas en Europe. Oui. Ils ne sont pas en Europe. Je vous rappelle que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Et que c'est des tuyaux dits de production. Et les tuyaux de production ne sont pas annexés des tiers au réseau. Les tuyaux de production sont exemptés parce qu'ils sont du côté des producteurs.
Donc effectivement, la Norvège est libre de ses réserves pour alimenter l'Allemagne, etc. Et pareil, le Nord Stream, c'est un tuyau de producteur. Il n'est pas soumis à l'accès des tiers au réseau. Bon. Voilà, donc simplement, effectivement, le Nord Stream, c'est un bon exemple aussi pour contourner le système, et y compris le système régulatoire. C'est-à-dire, effectivement, j'ai accès directement au marché, sans avoir les contraintes d'ouvrir mon tuyau à d'autres. C'est difficile d'aller se connecter aussi, mais bon... Je peux compléter un tout petit peu sur le sujet. Effectivement, le Nord Stream, comme il est en dehors de l'Europe stricto sensu, encore que la question s'était posée, il a obtenu une dérogation, donc ce n'est pas lui-même la partie offshore qui traverse la Baltique, n'a pas de problème de l'accès des tiers au réseau. En revanche, en arrivant en Allemagne, là, son exutoire se fait dans 2 tuyaux, un qui s'appelle Opal, qui traverse l'Allemagne, qui va vers la Tchéquie, et donc l'autre qui s'appelle Nel, qui va vers les Pays-Bas. Alors là, à l'inverse, la Commission européenne dit ça, vous êtes sur territoire européen et ça doit être donc, on ne peut pas donner une exemption et donc vous devrez faire l'accès des tiers réseaux. Et là, les Russes disent mais non, mais pas du tout, parce que nous on a investi dans un tuyau et les 2 tuyaux qu'on a mis en aval, ils sont dimensionnés exactement pour absorber le gaz qui sort de Nord Stream. Donc on ne peut pas donner de la capacité à d'autres, sinon on ne pourra plus évacuer notre gaz. Sauf que quand tu es le seul à l'utiliser le tuyau en amont, c'est difficile pour d'autres d'utiliser celui de l'aval. C'est pour expliquer que donc la discussion quand même a été bloquée et elle n'est toujours pas résolue, à savoir que le tuyau Opal notamment n'a obtenu Gazprom n'a le droit de l'utiliser qu'à hauteur de 50% de la capacité. Si bien que Nord Stream, à l'heure actuelle encore, ne peut pas être utilisé à plein. Il fonctionne parfaitement. Il a toute la capacité disponible, mais il ne peut pas être utilisé tant que l'Europe et la Russie ne se sont pas mis d'accord sur cette disposition. Donc l'Europe demande à la Russie des compensations, dit il faut que vous fassiez par exemple ce qu'on appelle un gas release, et les Russes ne veulent pas le faire, etc. Donc c'est encore un peu bloqué. Alors si la situation devenait vraiment tendue à cause de la crise russo-ukrainienne, ça serait un peu bizarre que l'Europe refuse d'utiliser à plein Nord Stream. Donc, vous voyez que les questions sont impliquées. Après, effectivement, on est quand même très liés, parce que, je dirais, ce sera une des conclusions si j'y arrive. C'est qu'effectivement, le problème du gaz, c'est quand même, le pétrole, c'est très libre, comme marché, parce que vous le mettez sur un bateau, vous allez où vous voulez. L'électricité, c'est un marché local. Vous produisez l'électricité, vous la consommez à côté, enfin, à l'échelle mondiale, j'entends. Le gaz, vous avez des tuyaux. Enfin, quand vous avez des tuyaux, ils vous connectent à un marché. Et puis, effectivement, vous avez du mal à vous déconnecter. Vous avez des engagements de long terme, parce que vous l'avez payé cher, un tuyau. Les tuyaux, un tuyau, c'est à peu près 3 milliards d'euros par 1000 km. C'est quelque chose comme ça. Donc, quand vous venez de Russie, que vous faites 4000 km, c'est 12 milliards. Grosso modo, c'est les ordres de grandeur. Donc, vous voyez que quand vous faites des investissements comme ça, après, vous êtes connecté au marché, vous n'allez pas vous désintéressé du marché. Vous êtes obligé d'y rester, parce que sinon, vous avez dépensé tout cet argent pour rien. Donc, forcément, ça crée des connexions et des dépendances réciproques qui sont très importantes. Et c'est ça, effectivement, un peu la clé du gaz, la clé du marché gazier, c'est que vous avez des dépendances réciproques qui se créent par les gazoducs. C'est moins le cas du GNL, et en particulier du GNL en Europe, où il y a pléthore maintenant de terminaux qui ne sont pas utilisés. Les terminaux européens sont utilisés à 30% aujourd'hui. Ils ont une capacité, alors je ne sais plus, 150 milliards de mètres cubes, quelque chose comme ça. C'est utilisé à 30% de la capacité. En France, c'est un peu plus, peut-être autour de 50, 50-60. Et encore, là, c'est en train de baisser. Mais je dirais, effectivement, le GNL casse un peu cette dépendance. Quoique, si vous avez, alors auparavant, l'Europe aussi, avec l'ouverture des marchés, a interdit les clauses de destination. Auparavant, vous étiez lié avec votre vendeur par une clause qui faisait que vous étiez obligé de recevoir le gaz pour votre usage dans votre pays. Bon, ça a changé, que ce soit par tuyau ou par GNL. Donc maintenant, enfin, sauf que quand c'est pas en Europe, mais je dirais, il y a eu un peu de déclivage. Mais avec les tuyaux, vous restez quand même fortement connecté entre producteurs et consommateurs. Et vous ne pouvez pas vous fâcher du jour au lendemain, parce qu'avant de construire une autre chaîne, je dirais, d'exportation, il va vous falloir entre 5 et 10 ans, au minimum. Donc, c'est toujours du long terme, et quand vous arrivez sur le marché, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les conditions ont éventuellement changé. Alors, excusez-moi de revenir encore sur cette question des rapports entre l'Europe et la Russie. Comment les Russes peuvent-ils empêcher donc les Européens ou tel pays européen
de refaire passer du gaz acheté en Russie vers l'Ukraine? Pour l'instant, ils ne peuvent pas l'empêcher, et ça se fait. Oui, c'est ça, ça se fait. Ça se fait, non, mais alors, ça se fait, mais ils sont pas contents, évidemment, parce qu'ils nous vendent le gaz à nous, c'est pas pour qu'on le vende aux Ukrainiens. Je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve qu'en 1996, j'ai vendu 500 millions de mètres cubes par an de gaz à la Hongrie. C'était du gaz français, hein, avec une sécurité d'approvisionnement française. Alors, j'ai discuté tous les jours avec mes collègues russes. Ils m'ont dit, mais Georges, tu as vendu du gaz russe à la Hongrie. Mais je dis pas du tout, j'ai vendu du gaz français. Ils m'ont dit, mais c'est de la concurrence déloyale, c'est notre gaz qui y va. Mais je leur ai dit non, ils m'ont acheté du gaz français. Mais effectivement, ça m'a fâché un peu avec mes collègues russes. Et quand on se rencontre maintenant, un certain nombre d'années après, ils s'en rappellent toujours. Bah, effectivement, mais on ne peut pas empêcher. Mais après, c'est des pressions aussi. Hein. Bah tiens, si tu achètes du gaz à l'ouest, tu vas me rembourser tout de suite ma dette. Hein. Si tu n'en achètes pas, bon, on pourra peut-être se mettre d'accord sur des délais de paiement. Enfin, je schématise, hein. Mais c'est ça, effectivement, surtout que les montants sont quand même relativement importants. Juste pour donner un autre ordre de grandeur, le prix européen autour de 20-25 € par mégawattheure. 1 milliard de mètres cubes, ça fait 11 TWh. 11 TWh multiplié par 25, si vous faites le calcul, ça fait 250 millions d'euros, grosso modo. Donc quand vous importez 10 milliards de mètres cubes, ça fait 2,5 milliards d'euros. Voilà. Donc effectivement, quand vous êtes l'Ukraine qui consommait à un moment, dans les fastes années, 80 milliards de mètres cubes et que vous importiez la plus grande partie depuis la Russie, vous voyez converti en monnaie d'aujourd'hui, entre guillemets, les montants que ça peut faire. Alors effectivement, l'Ukraine consomme beaucoup moins maintenant, pour différentes raisons. Mais quand vous consommez quand même, quand vous continuez à acheter 20 à 30 milliards de mètres cubes, ça fait quand même beaucoup d'argent à la fin de l'année. Ça fait effectivement de l'ordre de 5 à 7 milliards d'euros par an. Ça crée effectivement des problèmes de dette. Et ça crée des problèmes de dépendance des uns aux autres. Quelques mots sur l'UIG, donc IGU, International Gas Union. En fait, c'est l'association mondiale des gaziers du monde entier. Bon, on a depuis le mois dernier, où il y a eu l'Assemblée Générale, enfin le Conseil, ça s'appelle le Conseil, on a 91 pays membres, on a 51 compagnies. Alors les charter members, ceux qui ont le droit de vote, en fait c'est les pays, par leur association nationale ou par leur représentant national. En fait pour la Russie c'est Gazprom, par exemple. Pour d'autres pays où effectivement il y a une compagnie nationale, généralement c'est la compagnie nationale. En France c'est l'Association française du gaz, qui est l'association des gaziers français. Donc ça représente à peu près 97% du marché. Alors si on regardait un camembert de production, on verrait que c'est à peu près 95% de la production. Il manque juste un pays, c'est le Turkménistan. Le Turkménistan, on n'a pas réussi à le faire rentrer encore. Bon, ils se sont interrogés. Je suis allé au Turkménistan l'année dernière, voir le vice-premier ministre, mais pas été assez convaincant. Bon, ils n'ont pas vu l'intérêt qu'ils avaient à rentrer dans l'Union internationale du gaz, dans leur... Bon, ils savent faire, et puis bon, ils sont un peu enclavés, donc ils se sont dit pas beaucoup d'intérêt. Ça se développe quand même partout, les nouveaux entrants en particulier, j'ai cité Mozambique, Tanzanie, la plupart des pays d'Amérique du Sud, et puis en Asie, quand même la plupart des grands pays. Et puis après en Europe, effectivement, tous les pays. Il y en avait un qui était sorti et qui est revenu, c'est la Hongrie. Ils étaient sortis parce qu'ils s'étaient fâchés à un moment. Donc c'est représentatif quand même de la profession gazière dans le monde. C'est piloté par un conseil. Donc le président actuel est Jérôme Ferrier, un collègue de Total. Je suis président du comité de coordination, je vais vous expliquer ce que c'est, avec... un comité de direction, il y a un secrétariat permanent qui est basé à Oslo, qui passera en Espagne à partir de 2016. Donc il y a un pays hôte et puis une société sponsor, entre guillemets, c'est Statoil pour l'instant, et ce sera Gaz Natural ensuite. Et puis après, il y a l'équipe qui va prendre la succession l'année prochaine au Congrès mondial. Donc futur président américain, mon futur successeur, un Canadien, et puis l'ancien président qui continue à être membre pendant 3 ans. Donc il y a une continuité, je dirais, sur 9 ans, enfin des présidents, et sur 6 ans dans le cadre de mon poste.
Bon, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement de défendre le gaz, de le promouvoir vis-à-vis du monde politique. Alors il y a des pays où c'est facile, il y a des zones où c'est facile, il y a des zones où c'est moins facile, en particulier en Europe, c'est un peu moins facile. Le gaz naturel est vu comme une énergie fossile, bien fossile, à tous les sens du terme. Et puis, je dirais, l'essentiel, alors là d'où vient l'association, c'est plutôt le transfert de technologies, le transfert de savoir-faire, les bonnes pratiques, etc. C'était une association technique, mais qui a évolué vers une association aussi politique, enfin politique, pas au sens de faire de la politique, mais de discuter avec le monde politique pour essayer de promouvoir les usages du gaz. On a des représentants régionaux. En Europe, c'est Gerten Landkorst qui est le patron de Gaztera, donc société de production néerlandaise, qui maintenant est président d'Eurogaz aussi, et puis des relais en Asie et dans les différents continents. Bon, on organise quelques types de forums. Alors le prochain forum, il n'est pas là, mais c'est celui qui suivra celui-ci. Il va y avoir le 4e forum ministériel du gaz qui se tiendra à Acapulco dans la semaine prochaine. Qui est plutôt centré sur, enfin il y a 2 plaques qui sont concernés, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Il y aura 12 ministres de l'énergie de cette zone-là, plus des représentants des chefs d'entreprise du monde du gaz, c'est une centaine de participants. Bon, sinon, les autres conférences, c'est les conférences LNG. Alors, LNG, il y a eu LNG 13 qui était... LNG 13, oui. J'ai un problème de... Non, LNG 12 qui était... je dis une bêtise, là j'arrive plus à me retrouver. LNG 18, ce sera en Australie. LNG 15, j'ai un trou de mémoire. LNG 15, donc c'est en France, il y a un problème sur 18. Non, c'est LNG 16 par contre, mais c'est la 18e conférence, c'est pour ça qu'on a changé. On a décidé de changer la numérotation, après ce sera l'année. Donc en fait c'est 2016, et en 2013 c'était aux États-Unis. Et en 2019 ce sera en Chine. Donc c'est décidé longtemps à l'avance. Hein. C'est un cycle qui se décide 7 ans à l'avance comme les Jeux Olympiques. Donc conférence LNG, une conférence de la recherche gazière. La dernière a eu lieu au mois de septembre à Copenhague, et la prochaine aura lieu à Rio, parce que les Brésiliens ont développé un très grand centre de recherche gazier, un des plus grands dans le monde. Ce qu'on organise nous, c'est le 26e congrès mondial du gaz, donc l'année prochaine à Paris, du 1er au 5 juin. C'est le but en fait ultime d'une présidence, c'est d'organiser une grande rencontre où on espère à peu près, alors j'ai mélangé, j'ai l'impression que j'ai des slides qui sont mélangés, tant pis, celui-là je vais le passer, enfin c'est la production de l'IGU, et je vais plutôt venir là, bon ça c'est notre petite équipe, on ne va pas y passer trop de temps. Ce qu'on a choisi comme thème, donc c'est de défendre le gaz naturel, c'est de promouvoir la combinaison du gaz naturel avec les autres énergies, c'est pas une vision monopolistique du gaz naturel, c'est plutôt comment le combiner intelligemment avec d'autres énergies pour les utiliser au mieux les unes avec les autres, en particulier tout ce qui est renouvelable et électricité. Et puis améliorer la disponibilité du gaz naturel un peu partout dans le monde, et en particulier dans des nouveaux pays. Et puis aussi un 4e thème qui est essayer d'attirer des jeunes, des nouvelles ressources pour l'industrie gazière, parce que je dirais c'est un peu comme tous les cycles, il y a des cycles qui se terminent, et dans l'industrie du gaz naturel, il y a eu un cycle dans les années 70 avec de grands développements, en particulier en Europe, et là on est 40 ans après avec un cycle qui se renouvelle. Donc il faut illustrer sa conférence par quelque chose qui marque. Donc la conférence à Paris et le Trivium français, c'est les 4 pieds de la Tour Eiffel, donc avec en gros les 4 thèmes qu'on avait définis, le gaz naturel pour un développement durable, la combinaison avec les autres énergies, la disponibilité du gaz naturel à peu près partout dans le monde, et puis les ressources humaines pour le futur. Donc, ça fait l'objet de ces 4 thèmes, font l'objet de travaux dans 14 groupes de travail, répartis. Alors il y a des WOC, c'est des groupes plutôt techniques le long de la chaîne du gaz, donc exploration, production, stockage, transport, distribution, usage du gaz, donc plutôt des échanges techniques autour des meilleures pratiques, autour des nouvelles technologies, etc.
Après, des groupes qui s'appellent les programmes committee, qui sont plutôt transverses à la chaîne, donc développement durable, stratégie, marché du gaz, GNL. Alors le GNL, il est à la fois technique et transverse. Hein, parce qu'il est technique, parce qu'il y a de la technique, et il est transverse parce qu'il fait la liaison entre les différentes plaques, on l'a vu tout à l'heure. Un groupe marketing et communication et un groupe recherche, développement, innovation. Et après, ça, c'est des groupes qui sont permanents, je dirais, qui, quelle que soit la période pendant laquelle on se trouve, ils sont permanents, c'est-à-dire qu'ils vont se renouveler tous les 3 ans. Et après, il y a des groupes qui dépendent du choix de la présidence pendant 3 ans. Donc nous, on a choisi d'avoir une task force qui est sur le capital humain, donc ressources humaines, une task force sur la défense du gaz naturel, gaz advocacy, une task force géopolitique. Donc j'ai dit les premiers plutôt techniques, les seconds plutôt transverses, stratégie, échange, etc., ressources, marché, etc. Et puis les autres plutôt des thèmes particuliers. Et la task force géopolitique, elle, son but, c'est d'organiser des échanges, des petits séminaires un peu partout dans le monde, enfin dans des zones un peu clés, quand on y arrive, parce que c'est parfois difficile. Là, on a le projet de faire un séminaire au Mozambique, mais c'est un pays qui n'est pas toujours très facile à aller visiter, et en tous les cas, qui est parfois un peu dangereux. Donc, voilà. Et puis réunir des gens de haut niveau, c'est parfois un peu compliqué. Donc, on a eu des réunions aux États-Unis, on en a eu à Abu Dhabi, on en a eu en Union européenne pour parler du développement de l'Arctique. Parce qu'effectivement c'est une zone, j'ai parlé de la Caspienne, mais il y a aussi l'Arctique qui est une zone un peu de confrontation. La Caspienne, il y a 5 pays autour, l'Arctique, il y a aussi 5 pays autour. Il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a le Danemark, et il m'en manque un, la Norvège. Voilà. Et donc ces 5 pays se disputent un peu qui aura accès aux ressources de l'Arctique en gaz et en pétrole, mais éventuellement autre chose. Et la côte est de la Méditerranée? La côte est de la Méditerranée, pour l'instant, ça n'a pas trop posé de problème. Il y a des zones qui sont définies, enfin, il y a un droit international qui existe, donc Israël a ses réserves, l'île de Chypre est en train de développer ses réserves, je dirais il y a des gros projets de développement de réserves, mais je dirais là, il y a un droit international qui existe. Le problème des zones où le droit international n'était pas fixé, c'est en particulier la Caspienne, parce que la question lac, mer, était restée entière. Et puis l'Arctique, c'est effectivement, il y a des règles maritimes avec les 200 000, etc. Mais le problème, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'au pôle ou pas? Et le pôle, c'est un peu plus loin que les 200 000. Et effectivement, il peut y avoir des réserves qui sont assez loin, un peu plus loin que 200 000, que des côtes que ça. Donc effectivement, c'est plutôt le grand nord et ce qui se trouve sous la calotte polaire qui pourrait être un jour peut-être à découvert. Merci. Voilà, donc on traite aussi de géopolitique, mais plutôt de manière soft, et je dirais c'est plutôt aussi là pour voir comment on peut aider de nouveaux pays à développer leur gaz, à développer une régulation correcte, et en prenant des exemples, mais après chacun les adapte. Hein. Bon, les 14 groupes de travail sont présidés par une petite équipe. Alors vous voyez, c'est quand même très réparti. Hein. C'est des pays, on vote pour des pays. Alors il y a une espèce de vote, enfin il y a une sélection, présélection. C'est moi qui ai fait la présélection pour l'équipe d'après, avec mon futur collègue. C'était mon prédécesseur qui avait fait avec moi la présélection pour l'équipe qui prendra ses fonctions l'année prochaine. Donc c'est toujours très en avance. Hein. On a élu le mois dernier le président qui présidera de 2018 à 2021 et qui sera ensuite passe-président jusqu'en 2024, vous voyez, donc assez grande continuité. Et on a désigné les vice-chairman qui prendront leur présidence au groupe de travail de 2018 à 2021. Parce qu'il faut quand même avoir le temps de se préparer, parce que les groupes de travail, c'est 1000 personnes. On a 1000 membres pour les 14 groupes de travail. Alors, les 1000 membres assistent à toutes les réunions. Il y a à peu près 450 personnes qui assistent globalement aux 14 réunions qu'on a de chaque groupe de travail chaque semestre. Et ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de travail en commun, et généralement les réunions c'est une vingtaine de nationalités, quoi. Voire un peu plus. Et c'est effectivement assez, j'allais dire sympa, c'est assez enrichissant à la fois culturellement et aussi techniquement, quoi. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors simplement, c'est un petit frein, c'est qu'effectivement, ça coûte relativement cher de voyager. Donc les compagnies font évidemment attention. On m'a posé la question récemment, mais pourquoi vous ne voyez pas en vidéoconférence?
C'est pas exactement pareil, quoi. Quand vous voulez réunir 20 pays, une vidéo à 20 pays, et avec 60 participants, c'est quand même un peu compliqué, surtout quand ça dure 2 jours, quoi. On n'a pas les coulisses en vidéo. Voilà, donc, moyennant ça, c'est plutôt, ça marche plutôt bien avec des pays qui montent. Par exemple, cette année, enfin depuis 2 ans exactement, on a 42 membres iraniens, exactement 3 par groupe de travail. C'est très bien organisé, hein. 3 par groupe de travail, qui assistent assez régulièrement aux réunions quand ils n'ont pas de problème de visa. Et je dirais, on a, là, le WOC 5, alors non, vous ne le voyez pas, mais c'est le drapeau qui est là. Le futur président du WOC 5, c'est un Iranien. Alors ça va être assez rigolo, parce que ce sera un Iranien qui sera président d'un groupe de travail sous présidence globale américaine. Voilà, bon, donc ça... A priori, ça arrive à se parler, tout ça. Bon, de temps en temps, ça frotte. Enfin, il y a quelques problèmes diplomatiques là-dedans, mais ça devrait fonctionner. Alors, nous, sous présidence française, on n'a pas trop de problèmes. On avait des pays, c'est pas nous qui avons fait le choix, mais je dirais les pays étaient plutôt neutres, entre guillemets. Et qu'est-ce qui ressort de ces groupes de travail? Alors, des rapports Alors, chaque groupe publie au moins un rapport à la fin du triennium, le présente au Congrès mondial, et on organise effectivement à la fois des présentations techniques et des présentations plutôt stratégiques et des panels autour de ça. Enfin, je vais y revenir rapidement. Bon. J'ai déjà parlé de la task force géopolitique, donc je ne vais pas insister. Donc c'est plutôt effectivement des séminaires avec des VIP pour avoir des échanges plutôt sur la façon de traiter les problèmes stratégiques. Cette année, enfin ce triennium, on a plutôt des records. On a, je vous ai dit, plus de 1000 membres, 1030 exactement dans les 14 groupes de travail que j'anime. On avait lancé un call for abstract pour sélectionner les papiers qui seront présentés à Paris. Les 2 dernières fois, on a vu à peu près 700 papiers. Là, on a eu 1500. Alors, je ne sais pas si c'est un effet Paris. Il y a un effet Paris, mais il y a un effet Iran aussi, parce que dans les, dans toutes les professions. Dans les 1500, on a quand même 500 papiers iraniens. Bon, si on élimine les 500 papiers iraniens, il y en avait que 300 la fois d'avant. Mais il en reste quand même 1000 qui viennent d'autre part que l'Iran. Et on a eu beaucoup de papiers iraniens. Alors, pas tous de la même qualité, mais je dirais, ça montre l'intérêt d'un nouveau pays qui veut rentrer sur la scène internationale et qui veut aussi essayer de se donner les moyens de participer à des choses un peu inhabituelles. Bon, on a eu pas mal de réunions aussi avec des réunions de plusieurs groupes de travail, ce qui permet aussi de faciliter les échanges entre différents horizons. Voilà, le congrès mondial, donc l'année prochaine, porte de Versailles, avec le palais des sports comme plénière, le pavillon 1 pour l'exposition, et le pavillon 2 pour les séances de travail, plus un petit pavillon conçu spécifiquement pour les déjeuners. Alors il y a des déjeuners VIP, entre guillemets, avec un participant de haut niveau. D'ailleurs, je ne sais plus si... on va faire passer rapidement. Voilà le programme global. Donc le programme global, il est articulé, vous avez vu la tour Eiffel avec les 4 piliers, il est articulé avec 4 jours, 4 piliers. Voilà, donc chaque jour un thème. Le premier jour c'est développement durable, le deuxième jour c'est la combinaison des énergies, le troisième jour c'est les pays émergents, le développement du gaz dans les pays émergents, et le quatrième jour c'est le capital humain. Voilà, alors, tout, effectivement, on ne traite pas que de ce sujet parce qu'il faut répartir aussi les différents groupes de travail sur l'ensemble des sessions. Donc, théoriquement, c'est M. François Hollande qui ouvrira le congrès. Après, on a des sessions de keynote speakers, donc des grands témoins, les patrons des grandes entreprises. On en aura une bonne vingtaine qui interviendront en plénière là, dans ces 2 parties, juste avant et juste après le déjeuner. On a l'après-midi des panels stratégiques, donc on en aura 14, là 12, et puis encore ici 2, plus une session spéciale avec des panels plutôt avec des gens de haut niveau des entreprises, donc pour débattre de grands thèmes. Enfin, vous les aurez dans Et puis après, des sessions thématiques qui sont plutôt les rapports des différents groupes de travail et une discussion avec des papiers d'experts issus des différents groupes de travail, donc le matin et le soir. Et puis après, des sessions aussi d'autres papiers qui seront présentés de manière plus courte et dans ce qu'on appelle un Interactive Showcase. Donc, ils seront disponibles sur des écrans vidéo. Ensuite, il y aura une courte présentation à un certain moment du congrès. Donc, un congrès quand même relativement dense. La veille au soir, il y a une cérémonie, pas d'ouverture, mais un dîner de gala au Grand Palais.
Donc, qui aussi attire un peu de monde. Voilà. Ça fait quelques lieux. Bon, le Palais des Sports, c'est pas forcément prestigieux. Le Grand Palais, ça attire un peu. Puis Paris, effectivement, attire plutôt le monde. Donc ça, c'est notre centre de conférence donc, qui sera dans le hall 2. On organise, alors je vais peut-être revenir quand même là-dessus. On attend à peu près 4500 participants. Plus à peu près 1 millier d'exposants, enfin 1 millier de personnes exposant, à peu près 400 compagnies qui auront des stands à l'exposition. Donc c'est un budget global de 20 millions d'euros pour le congrès, voilà, pour 4 jours de congrès. Bon, et on a là, on a essayé aussi de prendre un parti, c'est de dire, alors le capital humain, en fait, on a des études, le précédent triennum avait travaillé déjà sur le sujet, et j'ai une des conclusions principales, c'est de dire il faut augmenter la place des femmes dans notre industrie, parce qu'effectivement, la femme, c'est l'avenir de l'homme, enfin plus exactement, c'est l'avenir de l'industrie, parce qu'effectivement, la démographie fait que si on reste avec 20% ou 30% de femmes, ça ne marche pas, et en particulier, de façon très étonnante, tous les pays du Maghreb et du Golfe Persique essayent, pas désespérément, mais essayent à marche forcée d'augmenter la place des femmes dans l'industrie gazière. Donc, en partant des postes d'ingénieurs et ensuite en essayant de les faire monter. Alors, c'est pas encore arrivé en haut, parce que comme ça fait 10-15 ans qu'ils ont commencé, je dirais, elles n'ont pas encore franchi le plafond de verre. Mais il y en a qui approchent le plafond de verre et qui vont le dépasser. Donc, on s'était dit, conjoint à ça, on s'était dit on va essayer quelque chose, donc on a réussi, pour l'instant on a réussi, si elles viennent toutes les 4, mais on aura 4 femmes pour... oui, mais non, mais on aura le premier jour Cristina Figueres, qui est la directrice exécutive de l'UNFCCC, donc l'entité des Nations Unies qui s'occupe du changement climatique, qui est basée à Vienne. Elle, c'est une Vénézuélienne. Le deuxième jour, on aura une Indienne qui est la directrice de la Banque mondiale sur les ressources minières, les énergies et les ressources minières. Le troisième jour, on aura Maria van der Hoeven, qui est la directrice exécutive de l'Agence internationale de l'énergie. Et le quatrième jour, on aura Irina Bokova, qui est la directrice générale de l'UNESCO. Donc des organismes qui sont plutôt des organismes mondiaux, et effectivement on a essayé de mettre l'accent sur la place des femmes et essayer de faire un congrès qui soit plus ouvert, un peu plus ouvert aux femmes que d'habitude, quoi. Voilà. Donc on n'a pas réussi complètement, parce que si vous revenez sur les places de présidente, on n'a qu'une présidente de groupe de travail, qui est une Française d'ailleurs. L'année prochaine, à partir de l'année prochaine, il y en aura encore une, et l'année d'après, il y en aura 3. Donc sur 14, on essaie aussi de faire des efforts là-dessus, mais ça prend un peu de temps, puisqu'il y a des grands cycles. C'est qui en France? C'est qui? C'est Agnès Grimont, c'est une collègue de GDF Suez qui s'occupe de la task force aux ressources humaines. Voilà, on va passer rapidement. On a aussi un organisme d'événements jeunes à l'intérieur, toujours dans la partie ressources humaines, pour essayer de faire rencontrer des futurs managers des grandes entreprises, donc à peu près 200 qui participeront et qui travailleront sur 2 thèmes: comment attirer des jeunes talents, déjà, eux ils en sont, on pense, et puis comment arriver à fournir de l'énergie pour tout le monde, dans tout le monde. Voilà, donc on va les faire travailler 2 jours et demi sur ces thèmes-là, et eux aussi auront un rendu et auront une cérémonie de clôture en particulier qui est le dernier jour. Voilà, j'ai déjà fait la conclusion tout à l'heure, j'ai pris un peu de temps, mais excusez-moi. La conclusion, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de commerce mondial, mais dans ce commerce mondial, il n'y en a qu'un tiers, un tiers du tiers, hein, ça fait 1/9 à peu près même, qui est sous forme de GNL. Ça suffit quand même pour créer un marché, ça suffit pour créer, vous avez vu tout à l'heure sur les prix, des chocs relativement importants sur les prix, des déconnexions, des reconnexions entre les différentes plaques. Et puis après, je dirais, bon, on l'a vu un peu tout le long, mais il y a quand même de forts enjeux géopolitiques. J'en ai un peu parlé, mais j'ai parlé du rôle des USA, et la position des USA a complètement changé sur l'échiquier, puisqu'ils sont de pays importateurs, ils passent pays exportateurs. Du coup, l'Asie, qui était plutôt partie vers le Moyen-Orient, est en train de se rapprocher de l'Amérique du Nord. Ça change les équilibres. Enfin, le développement
de ce type. Alors que le pétrole, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de ce type-là. C'est plutôt une industrie continue, même s'il y a des nouvelles réserves, parce que le marché, il est mondial. Enfin, le marché, il est réellement mondial. Alors que là, le marché, je dirais, il est régional et interrégional, mais il n'est pas mondial. Et je vous l'ai dit, le marché électrique, lui, il est complètement local, en fait. Il est à la maille d'un pays ou de quelques pays environnants. Voilà, et puis, bon, on l'a évoqué, tension ukrainienne, visée de la Chine vers la Russie, du Turkménistan, etc. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire, mais vas-y. Justement, c'était la question que je voulais poser, avant que tu y répondes presque. C'est est-ce qu'il y a d'autres énergies où il y a des congrès comme ça, du type de l'UG ou des associations de ce type-là? Alors, vous avez vu qu'on a un congrès chaque année, hein. La recherche gazière, le congrès mondial, le GNL. Et en alternance avec notre congrès mondial, il y a le World Energy Congress, qui est plutôt un congrès électrique, entre guillemets, mais énergie, c'est pas électricité, c'est énergie, qui a eu lieu au début de l'année, donc qui a eu lieu il y a 2 ans, l'année dernière. Cette année, il y a eu le congrès mondial du pétrole, le WPC, et l'année prochaine, donc le congrès mondial. Donc effectivement, chaque grande énergie a effectivement son congrès, ses modes de travail. Les pétroliers ont aussi des groupes de travail un peu différents des nôtres, mais effectivement. Autant de personnes? Parce que là, non, je ne pense pas autant de personnes. On est très ouvert. Comme on est parti sur un partage de bonnes pratiques, un partage de technologies. Alors technologie n'est pas le bon terme, parce qu'on va pas forcément parler de technologie, mais plutôt de bonnes pratiques, de gestion, de qu'est-ce qu'on fait de nouveau, etc. pour que ça inspire les autres. Ça, c'était plutôt fédérateur, et c'était... l'association s'est créée en 1931. C'était une association plutôt européenne au départ. Hein. Enfin, elle s'est créée, le siège théorique, le siège légal est à Zurich. En fait, le siège, c'est plutôt le secrétariat qui actuellement est en Norvège. Mais je dirais, au départ, c'était une association européenne. Mais elle s'est... même si elle était mondiale de droit et même de fait, mais elle a fortement changé, je dirais, de tonalité depuis une vingtaine d'années, avec un congrès à Tokyo au début des années 2000, un congrès à Kuala Lumpur il y a 2 ans, donc on voit une forte montée. Et puis là, on a eu les élections pour la présidence, donc après la France, ce sera les États-Unis. L'Amérique du Nord, c'est les États-Unis qui sont leaders, avec un peu de Canadiens. Et après, donc, pour le triennum d'après, donc on a eu les élections il y a 3 semaines à Berlin. Donc on avait 4 pays candidats, la Russie, la Chine, la Corée du Sud et la Norvège. Donc 2 géants, entre guillemets, la Norvège qui est un pays quand même significatif en Europe, et la Corée. Au premier tour, la Norvège a été éliminée. Au 2e tour, la Corée a été élue. Bon, alors pourquoi? Parce que c'est aussi des jeux politiques, hein, diplomatiques. C'est qu'effectivement, la Chine, c'est un peu trop récent. La Russie, ça peut faire un... Il se trouve que malheureusement, compte tenu du contexte actuel, je dirais, qui n'était pas résolu, ça n'aidait pas. Et en plus, je dirais, Gazprom est parfois irritant, en particulier en Europe. Donc, voilà. Donc effectivement, le résultat n'a pas été surprenant, parce que nos collègues américains, qui sont bien informés, nous avaient dit que la Corée sera élue dès le mois de juin. Donc la campagne était à peine commencée. Hein, mais effectivement, ils avaient parié là-dessus en disant, de toute façon, ça peut pas être ce coup-ci, ça ne peut pas être un des deux grands. C'est un délit d'initié, ça. Non, mais je pense qu'ils avaient fait leurs calculs, entre guillemets. Alors, on a eu 9 adhésions là, parce que c'est des pays qui ont été amenés par... parce que quand vous adhérez et que vous payez votre cotisation, alors qui est mineur, hein, c'est 5 000 € par an pour un pays, donc c'est quand même pas grand-chose. Enfin, l'IGU vit avec un budget de 700 000 € par an. Pour une organisation mondiale, c'est rien. Enfin, simplement, on ne paye pas les salaires du secrétariat, c'est Statoil qui les paye. On paye uniquement les frais de déplacement, les études, les publications, etc. C'est petite association à petit budget. Enfin, l'association française du gaz, c'est 3 millions € par an le budget. Donc l'IGU, qui est une association mondiale, 700 000 €. Donc vous voyez, ça... Mais on arrive à avoir 1000 membres qui participent. Enfin, directement ou indirectement, on a mis en place une plateforme internet pour que les gens puissent participer, échanger des idées, etc. Mais ça arrive à fonctionner.
Oui. Est-ce qu'il y a des perspectives d'innovation, de rupture technologique par rapport à ce Alors, une rupture technologique, ça a été, enfin technologique peut-être pas, ça a été le shale gaz. Il y a pas longtemps, il y a 5 ans, hein, 5-6 ans. Auparavant, en 2009, au Congrès mondial de Buenos Aires, c'était quasiment la première fois qu'on entendait parler du shale gaz. Ça venait juste de démarrer aux États-Unis. Alors, c'est pas une nouveauté, parce qu'effectivement, la fracturation hydraulique est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, qu'on a pratiqué en France, hein, qu'on continue à pratiquer aussi, à Lac, dans le domaine de la géothermie, etc. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, ça a été industrialisé dans le domaine du gaz et du pétrole, par des petites compagnies américaines qui ont développé la technologie, et puis les grosses entreprises se sont dit « Merde, on a raté ça », donc ils ont racheté les petits. Bon, ça c'est effectivement une rupture technologique. Il y a quelques évolutions technologiques dans le domaine des utilisations qui sont plutôt sur le domaine des transports, avec le gaz naturel comprimé, ça existe depuis longtemps, mais maintenant c'est le GNL carburant qui se développe, à la fois pour les flottes terrestres, mais aussi pour les bateaux, compte tenu en particulier des besoins des restrictions d'émissions en soufre. Donc le GNL, comme il n'y a pas de soufre à l'intérieur, si vous consommez du GNL, vous n'émettez pas de soufre, vous n'avez pas de problème. Donc effectivement le bunkering, l'alimentation, les soutes marines sont effectivement une des voies de développement. Ce n'est pas un changement technologique non plus, mais c'est une évolution du marché vers un nouveau marché. Dans le domaine des utilisations finales chez le client final, les piles à combustible, il y a beaucoup de développement au Japon sur les piles à combustible. Il y a aussi ce qu'on vise en particulier sur la journée de combinaison des énergies, c'est tout ce qui est réseau intelligent, interconnexion entre énergies, etc. Utilisation rationnelle des différentes énergies, donc effectivement savoir comment on peut mieux utiliser les réseaux et les énergies les unes avec les autres. Est-ce que vous vous intéressez au gaz de synthèse, méthane de synthèse et injection d'hydrogène dans le... Absolument, absolument. Il y a des groupes de travail qui travaillent là-dessus. Bon, je peux donner, mais... Non, mais bon, je dirais, après, on voit des pays où ça s'est beaucoup développé, en particulier en Allemagne, où il y a quand même pas mal de production de biogaz et de biométhane. Alors le biogaz, c'est le gaz, je dirais, brut, et le biométhane, c'est le gaz épuré qui peut rentrer dans les réseaux. Mais effectivement, il y a pas mal d'injections de biométhane maintenant dans les réseaux en Allemagne. Ça se développe. Alors après, on peut effectivement imaginer des systèmes relativement décarbonés, alors pas totalement décarbonés, mais relativement décarbonés en gaz, en méthane, enfin avec du méthane, mais du méthane produit par des sources renouvelables. Bon, l'hydrogène c'est différent, on peut le mixer avec du gaz naturel, enfin il y a des expériences en grandeur nature qui ont été réalisées. On peut monter à des concentrations jusqu'à 20% sans avoir trop de problèmes. Je dirais, si c'est utilisé, c'est plutôt au niveau de 5%, entre 5 et 10%. Il y a 1 ou 2% en essai. Oui, mais je dirais, on voit qu'on pourrait utiliser sans problème les réseaux à des teneurs jusqu'à 10%, sans changer non plus parce que le problème c'est que l'hydrogène, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est faible teneur calorifique, enfin en mètre cube. PCS, je vous ai dit à peu près 11 pour le gaz naturel, c'est 3 pour l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est peu dense. Hein. Donc en fait, quand vous comptez au mètre cube, c'est pas dense du tout, mais quand vous le mixez avec du gaz, effectivement, ça appauvrit le mélange. Effectivement, et ça change les combustions dans les brûleurs. Donc il faut se limiter à des... On pourrait aller théoriquement jusqu'à 20%, mais c'est plutôt, il vaut mieux se limiter à 10%. Donc effectivement, ça c'est des voies d'évolution aussi. Et en conjonction avec des renouvelables, puisque l'hydrogène, ce serait plutôt de la production renouvelable combinée avec du gaz naturel. Utilisation finale aussi, c'est tous les systèmes de chaudière mixte, enfin hybride, gaz, électricité, des choses comme ça. Et puis, l'étape d'après, c'est les hydrates. Enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure. D'autres questions? Juste une petite question qui n'est pas directement liée à la géopolitique, mais j'ai vu que vous avez donc un de vos comités qui travaillait sur le Sustainable Development, et puis qui a même une de vos futurs membres, je crois, qui qui s'occupe du réchauffement climatique. Et pourtant, on dit que le méthane, enfin le CH4, c'est encore pire que le CO2. Alors, le méthane, c'est mauvais si effectivement on l'émet à l'atmosphère. Donc, on a justement un des panels stratégiques qui parlera de torchage et de mise à l'évent du gaz naturel. Comment limiter, comment diminuer les torchages et les mises à l'évent. Alors, torchage,
à la limite, c'est pas grave, on produit du CO2, la mise à l'évent, effectivement, ou les pertes effectivement, au niveau de la production en particulier, ça c'est plus embêtant parce qu'effectivement, le gaz c'est 20 fois ou voire plus selon les études l'effet du CO2. Donc effectivement, c'est un des gros sujets qui est traité et qu'on travaille avec la Banque mondiale, avec lequel on a un partenariat avec la Banque mondiale pour essayer, en particulier dans les nouveaux pays, de diminuer ces effets-là. D'accord. Voilà, donc, mais le groupe de travail, il s'occupe, il est assez multiforme sur le développement durable. Il s'occupe à la fois de CCS, enfin de stockage de CO2, parce qu'on a des technologies qui peuvent être relativement proches. En particulier, moi, dans mon domaine, on a beaucoup étudié le CCS. Enfin, je dirais, il n'y a pas l'économie pour l'instant. Ne s'y trouve pas. On a des groupes qui travaillent sur biogaz, gaz non conventionnel, etc. On a des groupes qui se trouvent sur life cycle analysis. On va retrouver aussi les émissions de méthane, des choses comme ça, mais traitées différemment par l'analyse du cycle de vie de l'industrie. Et puis le quatrième, je ne sais plus sur qui traite, mais je dirais c'est vraiment des angles un peu différents par lesquels on attaque globalement le monde du gaz. Et Christina Figueres vient juste pour une journée parce qu'effectivement, elle n'est pas forcément pro-gaz, mais je dirais, parler de la combinaison, parler de sustainability, ça, effectivement, ça l'intéresse, surtout qu'après le congrès mondial qui aura eu lieu au mois de juin, au mois de novembre, décembre à Paris, il y aura aussi la COP21, pour laquelle sera une des parties prenantes principales. Encore des questions ? Plus de questions, je vous ai saoulé. On peut aller boire un coup. Je vous remercie.